Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou en podcast puisqu'on est absolument partout. Vous le savez sûrement, avec la campagne de financement participatif du livre collectif sur les pirates qui est actuellement en cours, eh bien l'actu du moment sur Nota Bene, c'est évidemment les pirates. Et les pirates, entre ce qu'ils étaient réellement et ce qu'on s'imagine, il y a vraiment un gouffre comme beaucoup de figures populaires de la pop culture. Alors, depuis quand on s'intéresse à eux et comment a évolué ce mythe pirate depuis le XVIIIe siècle? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec William Blanc, que j'ai le plaisir de recevoir pour pas la première fois, pour la 6e fois en entretien. Et si vous avez suivi les autres émissions, eh bien, vous le savez, ça s'annonce passionnant. Alors, William, c'est un historien médiéviste spécialisé dans le médiévalisme, la manière dont on perçoit le Moyen-Âge dans l'histoire, notamment à travers les œuvres de fiction. Il a écrit de nombreux articles et ouvrages sur le sujet, comme Robin des Bois de Sherwood à Hollywood en 2024, qu'il a écrit avec Justine Breton et Jonathan Fruoco. Il a également écrit 10 questions sur les croisades, coécrit avec Florian Besson et Christophe Naudin, qui sort le 11 avril prochain. Vous l'avez compris, on collabore très régulièrement avec William sur Nota Bene, que ce soit sur les entretiens, l'écriture des vidéos ou certains livres collectifs, comme celui des pirates dont on reparlera tout à l'heure. Donc, je vous demande de bien faire le bonjour, de souhaiter la bienvenue aux camarades qui nous rejoignent tout de suite. Bonjour William. Bonjour Ben, bonjour, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et avec toi, voilà donc... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, en effet. et je te rappelle qu'en fait, tu m'as promis, au bout de la 10e fois en fait, que je passerai, tu m'as promis un gros cadeau et un gros poutou. Donc, c'est vrai voilà. J'ai promis ça, moi. Non, je promets beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, le poutou, moi, je veux. Écoute, volontiers. Voilà. Alors, même si t'es passé quand même pas mal de fois dans l'émission, peut-être qu'il y a des gens qui vont te découvrir avec cette émission-là. Ce qui serait chouette, c'est peut-être de te représenter un petit peu, même si j'ai résumé ton parcours en quelques lignes. Toi, t'as un parcours assez atypique quand même. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé à devenir un spécialiste du médiévalisme? Alors, un parcours atypique, ouais, en effet, parce qu'en fait, moi, j'ai appris mes études tard, en fait, donc parce que je suis un peu plus âgé que toi, en fait. Moi, c'est après mon service militaire, en fait, donc j'étais chauffeur routier, voilà, donc et puis, sauf que j'ai toujours été un dingue d'histoire, et puis j'ai des copains qui m'ont motivé pour faire des études d'histoire, dire voilà, faut que tu fasses des études d'histoire et tout. Donc ils m'ont offert, d'ailleurs, je me rappelle, donc je leur fais un petit coucou d'ailleurs, Neil, Fred, Yann et tout. Donc ils m'avaient offert le dictionnaire critique de la Révolution française à mon anniversaire pour me dire ouais, faut que tu reprennes des études, voilà. Et donc ça m'a motivé pour prendre des études. Et voilà, donc petit à petit, alors après il y a eu pas mal de la vie a fait que j'ai mis du temps à les reprendre, à les faire, et puis après il y a eu des arrêts, mais finalement au bout de 8-9 ans en fait, finalement j'ai réussi à avoir un M2, une maîtrise, et puis, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vu que je viens d'un milieu populaire et tout, je me suis toujours assez rapidement intéressé en fait à justement tout ce qui est culture populaire et à la représentation de l'histoire dans la culture pop. En fait, ça m'a, mes origines sociales font que je suis assez sensible à ça. Et j'aime beaucoup travailler sur les représentations en fait. Donc et j'aime toujours faire ça. C'est un vrai kiff. Donc alors évidemment, t'as dit que en fait ma spécialité, parce que moi j'étais médiéviste à l'origine en fait. Donc ma spécialité c'est le Moyen Âge imaginaire. Donc comment on représente le Moyen Âge dans depuis en gros le XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le médiévalisme. Mais je m'autorise quand même pas mal de petits détours par-ci par-là sur l'Antiquité, ou là en l'occurrence sur les pirates, parce qu'en fait il y a des liens en fait. On en reparlera en fait, mais ça peut paraître bizarre de dire ça, mais il y a un lien très fort entre la représentation du Moyen Âge, la manière dont on imagine le Moyen Âge en gros depuis le 18e, 19e siècle, et la manière dont on imagine les pirates, et il y a des liens vraiment très forts. Écoute, j'ignorais totalement que tu avais été chauffeur poids lourd. Mais du coup, tu seras mon pilote sur cette embarcation du livre collectif là. Chauffeur de 38 tonnes, j'ai fait du semi-remorque après mon service militaire, donc c'est
Voilà. Salut à tous les chauffeurs parce que c'est un boulot difficile. Voilà. Donc, Ouais, on les salue parce que figure-toi qu'en plus, ces entretiens qu'on fait, on les diffuse en podcast et j'ai beaucoup de retours de la communauté des chauffeurs poids lourds qui m'envoient des messages en me disant mais c'est trop bien parce que ces émissions de 2 heures, moi je les écoute quand je suis au volant. Ah bah c'est cool. Et voilà. c'est génial. Donc on a une vraie commu parmi les chauffeurs c'est poids lourds super. Voilà, donc, qu'on salue. On les salue. Voilà, c'est un boulot difficile. Voilà, donc bon courage à vous. Bon allez, rentrons dans le sujet, la piraterie. Alors on l'a dit, aujourd'hui on va s'intéresser aux représentations de la piraterie, notamment à travers la littérature pour commencer, mais peut-être avant de s'intéresser à cette représentation, est-ce que tu pourrais nous toucher 2 mots de ce qu'est la piraterie d'un point de vue historique? C'est qui les pirates? C'est quoi donc tu vas fort. En fait, le truc c'est que là pour le coup c'est intéressant parce que moi je vais revenir un petit peu sur comment. Moi, j'ai évidemment dès que je suis gamin, j'ai vu des films de pirates en fait. Mais en fait, ma première approche en tant qu'historien, même avant même d'être historien en fait, des pirates, c'est par les bouquins de Marcus Rediker en fait, donc qui est un historien américain marxiste en fait, et qui a une approche très marxiste en fait du phénomène de la piraterie, qui dit en gros, c'est une révolte. C'est une révolte en fait, donc la piraterie au XVIIIe siècle, donc ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, donc en gros entre 1715 et 1723, c'est une forme de révolte en fait contre un ordre marchand qui s'impose et tout. Donc alors après, je sais que voilà, vu qu'on va parler du bouquin en fait, donc on parle du bouquin collectif, il y a certaines personnes en fait qui participent au bouquin collectif qui sont pas d'accord avec cette approche. Et moi, je suis assez curieux de voir leurs objections parce que moi je trouve que c'est hyper intéressant. Puis en histoire, évidemment, l'histoire c'est aussi la recherche historique, c'est un débat, voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant. Mais ces bouquins de Rediker, moi ça a beaucoup forgé ma vision pendant très longtemps des pirates en fait, même si voilà aujourd'hui je pense que en effet ça peut mériter en fait d'être vu quoi. Et donc il y a vraiment cette idée que les pirates, vu qu'en fait les pirates, voilà, le système en fait, en gros la marine au XVIIIe siècle en fait, donc la marine notamment transatlantique, c'est un milieu extrêmement oppressant en fait, donc c'est un milieu qui pour Rediker annonce l'usine en fait au XIXe siècle. Eh bien il y a une forme de révolte en fait qui se forme par rapport à ça quoi. Donc et généralement c'est clair que les pirates viennent et ça pour le coup c'est très intéressant sur la représentation, c'est des gens qui viennent souvent de milieux populaires, mais aussi, et ça Rediker l'a montré en fait, donc il y a beaucoup de pirates qui viennent notamment qui sont des pirates en fait d'esclaves en fait marrons en fait, donc d'esclaves en fait qui se sont échappés et tout, donc voire d'amérindiens en fait. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait généralement les pirates ne viennent pas évidemment, donc contrairement à ce qu'on peut représenter souvent dans les films d'ailleurs, ne viennent pas de milieux aisés quoi en fait, c'est vraiment voilà un phénomène qui vient de la base. Alors après là où on pourrait peut-être objecter, voilà, on pourrait un peu dire à Rediker, ouais, en fait, bon, peut-être qu'il exagère un petit peu, c'est que la révolte, elle est peut-être pas souvent si conscientisée qu'il le pense, en fait. Voilà, donc peut-être que parfois, voilà, il y a des pirates. En fait, on se rend compte dans certains parcours, il y a des pirates qui vont eux-mêmes devenir des négriers, par exemple. En fait, voilà, donc ça, c'est intéressant de voir ça, en fait. Mais il y a quand même, à mon avis, une base très importante de rejet en fait d'un phénomène en fait d'une organisation socio-économique, voilà, donc la marine marchande en fait qui il y a une forme de rejet par rapport à ça quoi en fait, qui explique la piraterie quoi. Donc ouais, au-delà du rejet, c'est aussi la nécessité, c'est-à-dire que plus qu'une revendication, c'est juste les gars sont là, ils ont plus de taf et donc au lieu de crever la dalle, ils s'engagent dans des activités illégales quoi. C'était en effet parce que la date de début en fait de l'âge d'or de la piraterie, elle est importante, c'est 1715, donc c'est juste après la paix d'Utrecht, et c'est un moment en fait où donc parce que la paix d'Utrecht, en fait, c'est un moment où l'Europe avant était en guerre, donc c'est la guerre de succession d'Espagne, donc la France était en guerre contre quasiment toute l'Europe en fait, donc c'est Louis XIV, donc c'était un peu une de ses occupations favorites, d'être en guerre contre tous ses voisins. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est là pour le coup en effet il y a plein de marins qui se retrouvent en fait sans rien quoi en fait, donc
après avoir été occupé avoir été engagé pendant dans les marines, soit les marines corsaires, soit les marines militaires en fait. Et donc en effet voilà, il y a aussi cet aspect-là qui est très important en fait. Il y a le contexte en histoire est toujours central quoi. Mais encore une fois voilà, je précise je suis pas un spécialiste de l'histoire de la piraterie voilà, donc je suis un amateur voilà par rapport à ça. Il y a plein de gens qui participent au bouquin qui sont autrement plus qualifiés que moi pour parler de tout ça en fait. C'est rigolo parce que tu vois, enfin on va être totalement transparent et c'est ce que tu dis au début de cet entretien, c'est-à-dire que tu cites Rediker, et Rediker ça a été tout de suite une question quand il s'agit de réunir une équipe pour faire un bouquin collectif sur les pirates, de se dire est-ce que on met Rediker dans le coup ou pas. Et c'est vrai que moi j'étais pas trop chaud parce que sa vision elle est quand même très débattue dans les milieux, elle est super intéressante. Pour beaucoup c'est une vision très contemporaine plaquée sur une réalité historique et donc c'est vrai qu'il y a une partie de la team qui est pas trop chaude à l'idée de faire intervenir Rediker qui par ailleurs enfin et comme d'ailleurs tous les travaux de tous les différents historiens, c'est-à-dire que tu peux pas blacklister tous les travaux de quelqu'un parce que t'es pas d'accord avec un des poins qu'il développe quoi. Et Rediker de par ailleurs c'est un des grands spécialistes de la piraterie donc oui parce qu'il a soulevé en fait moi je pense que ce qui a été intéressant dans ce texte et qui est toujours intéressant, c'est qu'il a soulevé pour moi c'était un des premiers à me donner une vision sociale et politique en fait de la piraterie qui est réelle en fait après encore une fois je pense qu'il y a il y a pas mal de points à nuancer. Il y a des conclusions, pour moi, qui sont peut-être un peu monolithiques, hein, mais c'est quand même hyper intéressant parce qu'il montre qu'il y a un aspect social très fort dans la piraterie, quoi. C'est pas, voilà, des types qui aiment bien boire du rhum et qui sont très méchants, voilà. Donc, voilà, quoi. Et voilà. Je pense que ça, c'est central. L'apport de Rediker, pour moi, il est central par rapport à ça, quoi. Et en plus, c'est pareil, moi, c'est grâce à lui que j'ai découvert, en effet, que, par exemple, t'avais des, je crois, alors, de souvenirs, enfin, faudrait voir, mais je crois il explique que la moitié de l'équipage, de Barbe Noire, c'était des Noirs africains, quoi. Donc, c'est pas rien, c'est intéressant, en fait, de voir cet aspect-là que t'as pas dans les films, pour le coup. Ah oui, ou moins, alors, on voit dans les Pirates des Caraïbes et tout, on commence à voir qu'il y a une... que t'as pas dans les films plus anciens, je devrais préciser. En effet, voilà. Donc, les films, ouais. voilà. Donc, mais en effet, depuis le début des années 2000, t'as un aspect, voilà, là pour le coup, t'as une modification par rapport à ça. Mais avant, quand tu vois les films sur les pirates, bah c'est des films où les pirates sont tous des blancs, quoi, en fait. Donc, voilà. Et là, c'est intéressant de voir qu'en fait, bah c'est pas le cas. Dans la réalité historique, c'est pas le cas, quoi, en fait. Voilà. Alors, on a Roberto Barazzuti qui participe au bouquin, que je salue, qui est dans le chat, comme souvent, qui nous dit « Rediker, c'est bien pour l'époque, mais depuis, il y a par exemple Georgiana, Gordingly et Fox, par exemple, pour ceux qui veulent quelques références pour lire la chose. » En tout cas, rentrons dans le vif du sujet, à savoir la réception des pirates, plus que l'histoire des pirates elle-même, puisque c'est aujourd'hui la thématique de cet entretien. À quand est-ce que ça remonte les premières traces de cet intérêt pour les pirates ? C'est immédiat. C'est immédiat, en fait. C'est quand on parle de l'âge, enfin ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, c'est une appellation contemporaine, en fait. Donc, mais par exemple, voilà, donc tu prends le texte qui est attribué à Defoe, en fait. Donc voilà, donc qui a un texte important, en fait, qui a un témoignage important. Mais le texte de Defoe, je crois qu'il date de 1725. Dans mes souvenirs, quoi, en fait. Donc c'est ultra rapide, en fait. Donc il y a une espèce de fascination répulsion, en fait. Donc parce que en fait, tu vois, c'est un peu, pour faire une comparaison, c'est un peu aujourd'hui quand tu fais des émissions sur des grands criminels, quoi, en fait. Les gens, ils sont à la fois on aime bien se faire peur, quoi, en fait. Et déjà à l'époque, voilà, les pirates, ça permet de se faire peur. Voilà, en gros, voilà, vous avez vu, c'est des gens voilà, sanguinaires et tout. Et en même temps, en fait, on se rend compte qu'il y a des auteurs, en fait, très rapidement, qui développent qui développe une espèce de fascination, voilà, réelle pour les pirates, et qui donne une image, pour employer un terme, qui donne une image assez romantique, en fait, même si on n'est pas à l'époque romantique, mais une image très idéalisée, en fait, des pirates. Donc, je vérifie donc la date. Ouais, donc voilà, donc c'est
Defoe, c'est édité 6 ans, donc l'histoire qui est attribuée à Defoe, donc l'histoire générale des plus fameux pirates, donc est édité 6 ans après la mort de Barbe Noire. Tu vois, ça va très très vite. Ça va très très vite en fait, donc c'est ultra rapide. Hein, donc bon, je passe le bonjour aussi, désolé, hein, mais à Jean Soula qui est aussi dans le coin et qui dit oui, on fait partie de la team anti-Rediker. Donc... Mais je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler parce qu'encore une fois, ça montre que l'histoire c'est pas un truc monolithique figé, c'est qu'il y a des débats permanents, c'est de la recherche, elle progresse. Je pense en plus, grâce à l'archéologie sous-marine, en fait, on progresse, on fait des découvertes hyper importantes et tout, hein, et donc ça permet d'interroger pas mal de choses, quoi, en fait. Hein, donc, voilà, il n'y a pas une espèce de vérité qui tombe du ciel comme ça. Voilà, donc l'histoire, c'est de la recherche, et la recherche, elle est en progression constante, quoi, en fait. Hein, donc, et c'est des débats constants. Et ça, c'est hyper important. C'est clair. Jean Soula, dont vous pouvez retrouver les entretiens qu'on a fait ensemble, qui est archéologue de la piraterie, dispo sur podcast, YouTube, partout où vous voulez nous écouter. Voilà. Alors, il y a une littérature qui se développe autour des pirates, du coup, au XVIIIe siècle, hein. Oui, alors il y a plein d'exemples en fait. Hein, donc là, je pense que après, un des exemples les plus frappants en fait, hein, c'est le bouquin d'Alain René Lesage, qui était un Français en fait, hein, donc qui écrit donc en 1732. Donc tu vois, c'est pareil, c'est hyper récent en fait. Hein, 1732. Hein, donc les aventures de Beauchesne en fait. Hein, donc voilà, donc capitaine de flibustier en fait. Voilà, les aventures de Beauchesne, capitaine de flibustier, et donc il y a d'emblée en fait alors c'est un bouquin en fait, on va dire un peu ce qu'on appelle, c'est un genre, ça s'inscrit un peu dans le genre picaresque en fait, hein. Le genre picaresque en fait, hein, c'est vraiment c'est une fascination, on va dire, pour les marginaux, quoi, en fait, hein. Généralement c'est des marginaux qui travaillent, hein, qui sont des mercenaires ou qui sont des épées à louer, quoi, en fait, voilà, donc des spadassins en fait, voilà, et donc il y a un peu cet aspect-là dans ce livre-là, et sauf qu'en fait Beauchesne, il y a le héros en fait, hein, donc c'est intéressant puisqu'il vit en Amérique française en fait, hein, donc dans ce qui est aujourd'hui le Québec en fait, et il est avant de devenir flibustier, il est en relation avec les Iroquois, avec les Amérindiens en fait, hein. Et quand tu lis bien le texte, tu te rends compte qu'il y a une espèce d'opposition assez binaire entre d'un côté le monde bourgeois, policé, voilà, de l'Europe, hein, donc où on est dans un monde justement de plus en plus réglé en fait, hein, donc un monde de cour en fait, hein, voilà, donc et puis Beauchesne qui est un type extrêmement libre à la fois, c'est libre et sauvage, qu'en fait il y a une espèce de truc un peu c'est ambivalent en fait, c'est un personnage ambivalent parce que d'un côté il est libre, de l'autre en fait c'est un type qui peut être extrêmement brutal, extrêmement sauvage, quoi, en fait, hein. Et donc on voit en fait, et ça c'est hyper important, on voit déjà dans ce livre là un lien très fort entre les pirates et l'état de nature, en gros, les pirates et la sauvagerie, les pirates et l'anti-civilisation en fait, hein, donc et qui peut être pris de différentes manières. Ça peut être quelque chose de très négatif, ça peut être quelque chose de très positif. Chez Lesage, c'est un peu les deux à la fois. C'est plus positif que négatif, mais il y a des gens qui vont, tu vas voir après en fait, hein, donc au Xe siècle, qui vont dire, en gros, un pirate, c'est en dehors de la civilisation, avec tout ce que ça implique. En dehors de la civilisation, ça veut dire être lié à ce qui n'est pas européen. Tu vois, donc à ce qui est lié avec l'Orient, par exemple, hein, voilà, parce que ça c'est aussi intéressant de bien comprendre qu'à l'époque, quand on parle de piraterie, on est forcément renvoyé, pour des raisons historiques, hein, sur lesquelles on reviendra, on est forcément renvoyé aux Caraïbes. Mais la piraterie, déjà la piraterie de l'âge d'or en fait, hein, donc ça touche les Caraïbes, l'Afrique, la côte orientale de l'Afrique, hein, donc autour de Madagascar. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans l'esprit des Européens de l'époque, la piraterie, c'est aussi, et peut-être même avant tout, la Méditerranée, avec le phénomène des barbaresques. Donc tu vois, en fait, quand on dit voilà, c'est lié en fait quand je dis c'est dans l'esprit en fait des auteurs de l'époque, il y a un aspect genre, en gros, c'est lié avec ce qui est non occidental, donc non civilisé. Il y a aussi cet aspect-là, quoi, en fait, hein. D'ailleurs, tu vois, le terme barbaresque,
Ça renvoie aux barbares. Voilà, donc barbares opposés à la civilisation, quoi. Oui, alors d'ailleurs, on en profite, mais la définition entre guillemets du pirate, c'est aussi à cette époque-là, c'est aussi celui qui commet des activités extra-légales. En fait, c'est-à-dire que c'est en dehors du cadre légal. Ce qui différencie par exemple un corsaire et un pirate, ils font à peu près la même chose, sauf que le corsaire, lui, il a des lettres officielles de la part des pays qui l'engagent en disant c'est bon, tu peux piller les autres, y a pas de problème. Le pirate, lui, il est en dehors de tout cadre juridique, quoi. Donc il est vraiment aussi en dehors de cette société, quoi. Et là, c'est intéressant parce que tu vois justement cette distinction, en fait, que nous on fait aujourd'hui, elle n'est pas si claire, même à l'époque. Et en plus, dans la culture populaire, on se rend compte que, en fait, pirate, flibustier, boucanier, corsaire, c'est très mélangé, quoi, en fait. Ça renvoie à peu près à la même chose. Donc pour ça, tu vas avoir des films de pirates où c'est marqué, enfin voilà, donc le titre ça va être le corsaire machin, quoi, en fait, voilà, donc ou des livres de pirates, c'est le corsaire machin, voilà, donc c'est, tu vois, là par exemple Beauchesne, c'est voilà, donc c'est pas Capitaine Pirate, c'est Capitaine Flibustier, quoi, en fait, donc le sous-titre du roman, quoi. Et pareil, moi j'étais tombé, alors là il y avait jamais un article très intéressant sur lequel j'étais tombé ou qui vraiment faisait une espèce d'analyse des différentes définitions de la piraterie, notamment dans les dictionnaires de l'époque, en fait, notamment le dictionnaire de l'Académie française. Si tu lis, par exemple, le dictionnaire de l'Académie française de 1798, tu as à l'article pirate, donc tu as pirate, substantif masculin, écumeur de mer, celui qui sans commission d'aucune puissance court les mers pour voler, pour piller. Donc là, c'est exactement ce que tu as dit. Donc il n'a pas de commission. Il n'est pas mandaté par une puissance, par une nation, par un empire. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est l'article continue, il dit « On dit les pirates d'Alger, de Tripoli, de Salé, quoique les habitants de ces ports aient commission de ceux qui y commandent. » Ça veut dire concrètement qu'on sait pertinemment que les pirates d'Alger, de Tripoli et de Salé, Salé c'est en Maroc actuel, eh bien ils ont des commissions des autorités locales, mais on dit « Ah mais ces gens-là c'est des pirates ». Et c'est encore une fois, c'est manière de dire, en gros, c'est pas des Européens, ils sont pas civilisés, donc c'est des pirates, quoi, en fait. Et ça, c'est hyper important pour comprendre. Je pense, en fait, il y a un aspect très important dans le mythe pirate et dans même les usages, en fait, politiques même de la piraterie, en fait. Donc ça, on y reviendra, quoi. Le pirate, c'est l'autre, et la preuve, c'est qu'à l'époque, c'est Roberto qui nous reprécise ça dans le chat, il y a des corsaires qui peuvent être jugés pour piraterie. Donc, c'est bien sûr. Les frontières sont poreuses. Les frontières sont extrêmement poreuses, quoi, en fait. Ça, c'est hyper intéressant, quoi. Donc Et alors, ce livre des aventures de Beauchesne, ça pose quand même des fondations pour ce qui va arriver après ? Ouais, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui va quand tu continues un peu, parce que par exemple, tu vas avoir Voltaire qui va écrire. Alors, il y a un texte très rapide, enfin très court de Voltaire qui parle en fait de la piraterie. Ce texte-là, par exemple, donc ça s'appelle Scarmentado, en fait, voilà, j'ai du mal à le prendre. L'histoire des voyages de Scarmentado. Et dans cette histoire, voilà, donc cette espèce de petit conte, il y a des pirates. Le héros rencontre des pirates, et les pirates, en fait, ce sont des pirates africains qui disent on fait de la piraterie pour se venger, en fait, de l'esclavage, quoi. En fait. Donc c'est intéressant. Donc il y a vraiment déjà cet aspect. Voilà, le pirate, c'est l'autre, en fait, c'est l'ailleurs. Voilà, t'as dit le point intéressant, c'est que le pirate, c'est l'autre, mais l'autre, ça veut dire c'est aussi l'ailleurs. Et l'ailleurs, ça peut être soit repoussant, soit attirant. Et parfois même les deux à la fois. Quoi, en fait. Donc, ça, on reviendra aussi sur cet aspect-là. Mais quand tu prends, par exemple, le pirate, le plus célèbre jusqu'à une date récente, c'était le pirate de l'île au trésor, en fait. Donc, le méchant de l'île au trésor. Et le méchant de l'île au trésor, concrètement, il a une jambe de bois, il a un visage un peu déformé, il est qualifié de monstre, fait même dans le texte, etc. Donc il y a un aspect genre voilà, c'est une créature qui vient d'ailleurs, quoi, en fait. Donc qui vient d'une espèce de passé extrêmement trouble, extrêmement flippant. Et donc voilà. Donc je pense que déjà dans Beauchesne, tu as cet aspect-là, parce que dans Beauchesne, concrètement le héros, c'est pareil, il part, en fait, quelque part, son parcours, il part de la civilisation, entre guillemets, en fait, donc de la civilisation européenne, et puis il va chez les Amérindiens, puis après il va chez les flibustiers. Donc il va vers un ailleurs, quoi, en fait. Donc, qui est
sous les plumes de l'osage, c'est quelque chose d'assez positif en fait en fin de compte. Hein. C'est quelque chose qui, voilà, c'est l'homme un peu libre des carcans de la civilisation. Hein. Donc, tu sais, on est à une époque aussi, on n'est pas encore Rousseau n'a pas encore écrit, mais à l'époque des Lumières, on est fasciné par l'état de nature en fait, en disant en gros, l'état de nature, c'est le moment où les hommes étaient libres en fait. Voilà. Donc, et puis après, c'est la culture qui a mis des barrières, etc. et tout avec la propriété quoi. Et d'ailleurs, si tu peux, on peut faire un lien même avec un livre précédent sur les Vikings. Les Vikings, la fascination pour les Vikings, elle commence au XVIIIe siècle, et les Vikings sont déjà au XVIIIe siècle liés à cette espèce d'état de nature. En gros, on disait en gros à l'époque, hein, en fait, les gens étaient libres. En fait, voilà. Donc à l'époque des Vikings, ils étaient libres, alors que nous, maintenant Européens, on est dans les carcans de la civilisation. Donc, voilà. Donc encore une fois, tu as déjà un lien entre Moyen Âge imaginaire et piraterie. Et alors, ces bouquins qui sortent 18e, 19e siècle, quand ils évoquent la piraterie, est-ce qu'ils se passent toujours dans le même cadre chronologique et géographique, à savoir cet âge d'or, entre guillemets, de la piraterie? Alors, Beauchesne, évidemment, oui, là, on est dans ce cadre-là, mais parce que c'est écrit juste après, quoi, en fait. Hein. Donc, ce qui est assez fascinant de voir, c'est que tu vas avoir tu vas avoir petit à petit une espèce de même pas un déplacement en fait. Hein. Tu vas avoir, par exemple, au début du 19e siècle, tu vas avoir Walter Scott qui va écrire un roman sur les pirates, qui s'appelle Le Pirate, je me rappelle bien, en 1821, qui se passe en Écosse. Tu vas avoir le Byron, qui est un grand auteur, donc un grand poète romantique. Byron, quand il écrit son poème Le Corsaire se déroule en Méditerranée. Et son héros principal, c'est un corsaire grec en fait. Hein, donc voilà. Donc qui dit corsaire grec en 1816, ça veut dire corsaire au service. Voilà. Donc c'est corsaire en fait qui est lié, en tout cas associé à une imagerie orientale quoi en fait. Hein, donc non, c'est pas du tout le cas en fait. Hein. Ce qui va en fait, la fixation, c'est pareil, on y reviendra peut-être tout à l'heure en fait. Hein, mais la fixation ou en tout cas le lien de plus en plus fort entre les pirates entre les pirates et l'Atlantique et les Caraïbes, en fait, hein, ça va venir des États-Unis, ça va venir du cinéma américain, parce que là, pour eux, pour le coup, c'est leur histoire, en fait. Hein. Donc, un Barbe Noire, il est mort, en fait, sur les côtes des actuels États-Unis, en fait. Hein. Donc, je me rappelle jamais je crois que c'est en Caroline du Nord, hein, si je me rappelle bien, voilà. Donc, peut-être le chat me corrigera, en fait. Hein, voilà. Donc, ça fait partie de leur histoire. Hein. Les pirates étaient jugés à Boston. Il y a des pirates qui étaient jugés à Boston, en fait. Voilà. Donc, ça fait vraiment partie de leur histoire. Et donc, pour eux, quand ils parlent de piraterie, ça va être associé à ça. Mais en Europe, quand on parle de piraterie, encore une fois, fin 18e, début 19e, on pense, et peut-être même principalement, en fait, à la piraterie méditerranéenne, en fait, à la piraterie barbaresque, en fait. Et c'est assez intéressant parce que plus on en parle, moins elle existe. Parce qu'en fait, quand on écrit des textes sur la piraterie début 19e, les barbaresques, c'est l'époque où les barbaresques, ils existent de moins en moins, en fait. Hein. Le phénomène barbaresque, la grande époque, c'est 16e siècle, avec des figures comme Barberousse, etc. Là, à cette époque-là, en fait, il y a de moins en moins de corsaires. En fait, il y a même beaucoup plus. En fait, en l'occurrence, ça c'est un truc en fait intéressant à rappeler. Mais en fait, voilà, il y a beaucoup plus de commerce tout à fait légal entre, par exemple, la régence d'Alger et puis la France. Hein. C'est la régence d'Alger qui a envoyé plein de blé donc à la France pendant les guerres révolutionnaires. Donc voilà. Donc en fin de compte, cette piraterie, elle existe de moins en moins, mais on continue de fantasmer dessus et on fantasme d'autant plus qu'elle n'existe plus. Parce que en fait, elle est renvoyée à une espèce de passé. C'était une espèce d'avant, en fait. Voilà. Donc l'ailleurs, tu vois, l'ailleurs se couple avec l'avant, en fait. Hein, voilà. Donc avec une espèce de passé mythifié où en gros, avant les hommes étaient libres, voilà. Donc ou alors avant les gens étaient bizarres, en fait. Voilà. Donc voilà, c'était une espèce de monstre, en fait. Voilà. Donc, Mais alors, on reviendra d'ailleurs sur cette partie dans l'année là sur YouTube. Je prévois une grosse série sur la guerre d'Algérie, notamment sur la colonisation de l'Algérie et sur pourquoi la France a colonisé l'Algérie. Et parmi les raisons, il y a ces fameux pirates des barbaresques qui est souvent évoqué en disant oui, si on a été là-bas aussi, c'est pour couper l'herbe sous le pied des pirates barbaresques. Mais c'est vrai que à ce moment-là, il y en a quasi plus quoi.
Mais ça, moi, justement, moi, c'est marrant parce que j'ai lu le bouquin donc d'Alain Ruscio sur qui vient de sortir sur la conquête de l'Algérie, et c'est intéressant parce que je suis tombé vraiment sur des textes qui sont fascinants. Je me permets juste, si tu veux bien, d'en citer un. Faut juste, voilà. Donc, par exemple, c'était juste au moment de la conquête, en fait, voilà. Et vraiment, on s'aperçoit quand on regarde un petit peu toute l'histoire coloniale. Alors, anglaise et en tout cas au 19e siècle, hein, en fait, une grande partie de l'histoire coloniale anglaise et française est justifiée, ou des conquêtes coloniales sont justifiées pour contrer des pirates. Et voire on en invente en fait, hein, donc littéralement. Donc là, par exemple, en Algérie, au moment où la conquête de l'Algérie, donc euh, c'est vraiment au moment de la conquête d'Alger en 1830. Hein, voilà ce que dit Adolphe Thiers en fait. Hein. Alger doit être effacé comme état de la carte de l'Europe. La piraterie doit être abolie dans la race même des pirates. Une colonie française doit s'élever sur la côte d'Afrique. C'est un dédommagement tout juste suffisant de nos dépenses et nos dangers. Toute la chrétienté est prête à reconnaître nos services. Et là, des textes comme ça, qui justifient la conquête par la destruction de la piraterie, il y en a plein. Il y aura la même chose quelques décennies plus tard au Tonkin. Donc, au Vietnam actuel, on va dire en gros, le Tonkin est un nid de pirates, hein, et donc il faut éradiquer tout. Et on va même qualifier de pirates parfois des types qui sont juste là, qui résistent en fait tout bêtement à la colonisation. On dit en gros, c'est des pirates, voilà. Donc, et donc on va ressortir cette image du pirate sauvage, barbare, pour justifier en fait, hein, donc les entreprises coloniales. Et c'est pareil du côté anglais en fait. Hein, donc ça c'est pour le coup c'est extrêmement fascinant, et et ce qui est assez intéressant, et c'est là où tu vois en fait qu'une image comme ça, une image, un stéréotype, une figure comme ça, en fait, des pirates, elle peut être ambivalente, elle peut être tirée dans tous les sens possibles et imaginables. C'est que là, par exemple, alors moi, j'aime bien lire des bouquins en fait qui n'ont rien à voir avec ma spécialité, parce que parfois tu peux tomber sur des trucs. Bon, déjà, ça fait du bien, ça fait un peu, tu peux, voilà, ça permet de partir un peu en vacances intellectuelles, quoi, en fait. Hein, donc, et puis tu peux parfois tomber sur des trucs qui sont assez fascinants. Et là, en lisant un bouquin d'un copain, voilà, donc Julien Chuseville, qui a écrit un bouquin, une histoire du socialisme français, voilà. Et c'est intéressant parce que tu te rends compte que ce discours colonial sur la piraterie, il va être retourné par la gauche et l'extrême gauche française fin 19e, début 20e siècle. Ou par exemple, tu vas avoir dans le Socialiste, hein, 1893, hein, donc voilà, donc qui est l'organe du Parti ouvrier de Jules Guesde, en fait, hein, donc c'est pas rien, en fait, hein, voilà, donc et il parle en fait, hein, il dit les expéditions coloniales qui ne sont qu'une forme des pirateries capitalistes. Voilà. Pareil, tu vois, le travailleur en 1904, en fait, on va dire, en fait, hein, donc on emploie le même terme, piraterie capitaliste. L'humanité va dire, en fait, hein, que la colonisation, en fait, hein, donc voilà, donc c'est voilà, il parle de flibusterie coloniale, quoi, en fait. Hein. Donc c'est intéressant, tu vois, en fait, que le discours colonial, l'image coloniale en fait, du pirate, on dit en gros on est là pour abolir la piraterie, va être retournée par les opposants, notamment à la colonisation, en disant en gros en fait la véritable piraterie c'est les capitalistes en fait. Ça, je trouve que c'est vraiment fascinant en fait, ce genre d'usage en fait comme ça, d'aller-retour en fait, hein, donc de l'emploi d'une figure, quoi. On va y revenir aux usages politiques et autres d'ailleurs de la piraterie ou du terme pirate un peu plus tard dans l'émission. Si on revient un petit peu à la littérature, cet aspect un petit peu, tu le disais, attirant et repoussant en même temps, le fait que le pirate soit à la fois un héros et un monstre, c'est un truc qu'on retrouve dans des grands classiques aussi, comme, alors on a parlé de l'île au trésor, hein, de Robert Louis Stevenson, on a d'autres bouquins aussi comme Fanny Campbell. Ouais. Alors ça c'est intéressant parce que Fanny Campbell, donc c'est 1800, là pour le coup c'est un livre américain, et là c'est hyper intéressant parce que là c'est un autre aspect des pirates. C'est en gros les pirates sont analysés comme étant des démocrates avant l'heure. Voilà, donc et c'est intéressant après sur les débats, justement on parlait tout à l'heure des débats par rapport à Rediker et tout, quoi. Donc c'est analysé comme étant des gens luttant pour leur liberté et qui annonce quelque part la démocratie américaine. Et alors en plus ce roman qui date encore une fois de 1844, ce roman américain, c'est le héros, c'est une héroïne en fait, hein, et qui combat dans le camp des pirates qui donc ça se déroule, l'action du roman se déroule dans les années 1770, et ce qui est hyper intéressant, c'est que en gros, au moment, enfin à la fin du roman,
les pirates de Fanny Campbell, elle devient capitaine de pirates, et les pirates de Fanny Campbell rejoignent les rangs des révolutionnaires. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir assez récurrent, notamment dans pas mal de productions anglophones, où on va faire des pirates les annonciateurs de la démocratie. En fait, je pense aussi, on en parlera plus tard, à Sabatini avec Captain Blood. En fait, Captain Blood, c'est exactement ça. En fait, donc c'est 1922, si je me souviens bien. En fait, donc Captain Blood. Et donc voilà, grand roman qui va être adapté très rapidement pour le grand écran. Et donc Captain Blood, concrètement, c'est un type qui est expulsé, qui est envoyé, qui est déporté au Nouveau Monde par les autorités anglaises, par l'autoritarisme anglais au XVIIe siècle. Et avec ces pirates, en fait, avec ces corsaires, ils vont participer à la révolution, en fait, la révolution de 1788, qui va chasser l'absolutisme anglais et qui va mettre en place une forme de monarchie parlementaire, quoi. Donc tu vois, c'est ça, c'est pour le coup, on a un autre aspect qui est très intéressant et d'ailleurs, en fait, ça me permet, voilà, ça on en reparlera aussi plus tard, en fait, mais ça me permet aussi de dire que t'as aussi un parallèle avec Robin des Bois déjà, en fait, parce qu'un Robin des Bois, c'est pareil, voilà, les révoltés de Robin des Bois sont dès le XVIIIe siècle, en fait, vus comme étant des annonciateurs de la démocratie, en fait. Oui, donc il y a clairement un usage dès l'époque dans la littérature pour faire passer des messages politiques, quoi. Ah bah oui, mais ça de toute façon, bien sûr. Ah là, c'est sûr et certain, en fait. Donc oui, ça, la figure du pirate, elle sert à ça. Mais comme beaucoup de figures historiques, en fait. Donc beaucoup de romans historiques, quand tu regardes bien, beaucoup sont des romans à clé où on parle avant tout de l'actualité, quoi, en fait. Et il y a une évolution de cette image de ces usages de l'image du pirate du 18e au 19e dans la littérature. Bah là, j'en ai parlé un petit peu. Les évolutions, ça va être des évolutions en fait plutôt de placement géographique. Donc où on va d'abord partir de l'Atlantique, puis après on va beaucoup parler de la Méditerranée. Et puis je pense que là pour le coup, il va y avoir chez les romantiques par exemple, donc comme Walter Scott ou comme Byron ou comme d'autres, il va y avoir une espèce de fascination. Encore plus, je pense que déjà chez Le Sage, toi, c'était. Alors là, pour le coup, c'est une forme d'évolution, mais en tout cas, c'est un trait qui se renforce de plus en plus. Il va y avoir l'idée, une forme de fascination pour les pirates qui, parce qu'on a une époque de révolution industrielle, on a une époque de bouleversement, début du 19e siècle, un bouleversement politique, social, économique. Et donc, il y a vraiment, chez beaucoup de romantiques, l'espèce de sentiment de plus être dans un monde acceptable ou de plus être dans un monde en fait où on se sent bien. Et donc, il va y avoir l'idée qu'il faut absolument chercher un ailleurs imaginaire pour se sentir mieux, quoi, en fait. Donc, quitte à idéaliser le passé. Et les pirates, ça va être ça, quoi. En fait, ça va être un passé qu'on va idéaliser en disant, en gros, à cette époque-là, les hommes étaient libres. Même si c'est des figures tragiques, même si c'est un peu des types bizarres, voilà, un peu violents et tout. Mais ça permet pour des auteurs romantiques comme Byron de dire, en fait, en gros, bah oui, ils étaient violents, mais ils étaient libres. Voilà, et donc moi c'est ce que j'aimerais devenir. Maintenant, je suis dans un monde bourgeois, étriqué, où on parle avant tout d'argent, etc. Et là-dessus, alors je l'ai mis dans le bouquin, mais j'étais tombé sur un passage vraiment fascinant où encore une fois, tu vois que cette espèce de désir d'ailleurs, il est central. C'est que tu as un poète guadeloupéen en fait, donc qui est un peu oublié aujourd'hui, donc Poirier Saint-Aurel en fait, en 1827, et il dit un truc en fait, les heureux flibustiers bédouins de l'océan, dont les sanglants exploits et l'audace aguerrie ont surpassé la fable et la chevalerie. Voilà, je pense que c'est une phrase qui résume vraiment très bien le mythe pirate. Le mythe pirate est associé à l'Orient merveilleux, en fait, l'Orient de l'orientalisme, en fait, l'ailleurs, en fait, voilà, et est associé à la chevalerie, donc l'avant, en fait. Voilà. Et donc, avec les romantiques, ça prend une tournure encore plus marquée, quoi, en fait. Donc, et plus on va avancer dans la révolution industrielle, plus cet aspect-là va être très important, en fait. Donc, si on peut faire un parallèle, par exemple, avec une œuvre, pour le coup, début du XXe siècle et milieu du XXe siècle, donc Peter Pan, qui apparaît en 1904, et puis en format de pièce, et puis après qui va être adapté évidemment par Disney en dessin animé. Bah, dans le dessin animé, déjà dans le monde de Peter Pan, dans le monde imaginaire de Peter Pan, t'as des Amérindiens, t'as des pirates,
t'as une espèce de gamin, en fait, un merveilleux qui ressemble à une espèce de fée, et puis en plus qui a une tête qui ressemble à Robin des Bois. Donc t'as tout qui est mélangé, t'as l'ailleurs qui est mélangé, et puis je spoil la fin, mais un tout petit peu en fait de Peter Pan. Ah, mais je pense qu'il y a prescription. Mais dans Peter Pan, à la fin, quand tu vois Wendy Wendy qui est rodée et ses frères et sœurs qui sont déposés par Peter Pan à Londres, qui est Londres en plus début du XXe siècle, qui est vraiment la ville qui représente le plus l'industrialisme, le capitalisme triomphant et tout, et ils sont déposés par le bateau de Captain Crochet qui a été pris par Peter Pan. Et donc après, tu vois dans le dessin animé le bateau qui part dans le ciel, et le père de Wendy qui est vraiment pareil, qui est un employé de bureau, quoi, en fait, voilà, donc dans une banque, je crois qu'en fait, donc là, c'est vraiment l'homme moderne, contemporain par excellence. Il voit le bateau partir dans le ciel comme ça et dit, ah, c'est un bateau, je me souviens, c'est un bateau dont on parlait quand j'étais très jeune, quoi. Donc tu vois, c'est l'avant, en fait, c'est l'avant merveilleux, quoi. Et en plus, là, c'est un autre aspect qui est très intéressant qu'on a aussi dans le Moyen-Âge imaginaire, c'est un aspect qui est lié à l'enfance, quoi, en fait. L'enfance comme idéalisée, quoi, en fait, l'enfance comme temps d'insouciance, temps d'innocence, quoi, en fait. Et les pirates, même si pourtant c'est bien, parce que les pirates, c'est quand même c'est des pillards, quoi, en fait. Donc, tu vois, c'est une histoire qui est assez tragique, mais les pirates vont avoir cette image-là associée à l'enfance, associée à une espèce d'insouciance, et même dans beaucoup d'imagerie, il y a vraiment un côté où on montre les pirates comme des espèces de grands enfants qui s'amusent beaucoup, quoi, en fait, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que exactement, encore une fois, je sais que c'est une obsession chez moi, mais je fais beaucoup de parallèles avec ça. Mais quand tu vois dans beaucoup de films, dans beaucoup de textes pour les enfants, tu vois les pirates qui font des banquets, qui se bourrent la gueule avec du rhum, etc. et tout sur leur bateau, etc. et tout, ou qui font du boucan sur la plage, etc. Donc qui fument de la viande. Et t'as la même chose chez Robin des Bois quand ils font des banquets dans la forêt, quoi. C'est un temps d'insouciance, c'est une espèce de pays merveilleux où on bouge tout le temps et on fait la fête tout le temps, quoi, en fait. Voilà, donc, voilà. Pour finir sur la littérature, il y a aussi des écrits qui ont un peu marqué le genre de la littérature pirate. C'est celui de l'auteur Emilio Salgari. Tu peux nous en parler un peu? Ça c'est mon copain, ça. Voilà, donc je le montre à l'écran. Voilà, Emilio Salgari. Donc dans une chez Bouquin, en fait, voilà. Donc c'est Emilio Salgari. Donc c'est un auteur italien. Et c'est vraiment fascinant. Il a écrit plusieurs textes de pirates. Donc, il y en a un qui s'appelle Le Corsaire. Plutôt fin 19e. Fin 19e, en fait, voilà, dans fin 19e. Donc, c'est vraiment l'auteur, c'est l'auteur de littérature populaire par excellence, en fait. Voilà, donc, bon. Et l'auteur feuilletonnant, en fait, voilà, donc, qui écrit des romans à la chaîne, en fait. Donc, mais ce qui est intéressant dans ces romans-là, donc, Le Corsaire Noir et surtout la série Sandokan, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans Sandokan, par exemple, c'est une histoire de pirate, mais il place l'action de ses romans début du 19e siècle en Malaisie, et le héros, c'est un héros malais qui combat quoi? L'impérialisme anglais, quoi. C'est quand même fou, quoi, en fait. Donc, et donc c'est un héros donc non européen, et vraiment c'est ultra positif. Il est montré sur un jour extrêmement positif. Donc tu retrouves encore une fois le pirate, c'est l'autre, mais en plus son second, c'est un européen. Donc, tu vois, genre, c'est en termes d'inversion, toi, des rapports de domination, c'est extrêmement intéressant. Et Sandokan, il est marié avec une blanche, en fait, qui est la fille du gouverneur anglais. Donc, tu vois, en fait, on est fin 19e siècle. Donc, le contexte de l'époque, on est plutôt dans un contexte ultra raciste, ultra colonialiste, y compris en Italie. Enfin, voilà, donc, et Sandokan, ça va être des romans qui vont être lus, qui vont être, alors, la légende veut, alors ça, j'ai essayé de chercher, alors moi, voilà, il y a des gens qui l'ont affirmé, donc voilà, moi j'ai essayé quand même de chercher dans les textes de Guevara, vraiment la citation où il le disait, j'ai pas trouvé, mais Che Guevara, paraît-il, a dévoré les romans de Salgari dans sa jeunesse. Et c'est vrai que dans la gauche, même l'extrême gauche sud-américaine et latino-américaine, Salgari, donc il y a par exemple un romancier qui s'appelle Pablo Ignacio Taibodos, en fait, donc qui a écrit un roman à la gloire, en fait, de Sandokan, en fait. Et Sandokan, au passage, bon, en plus, moi, c'est un peu une Madeleine de Proust, parce que j'ai vu ça quand j'étais gamin à la télé française. Il y avait une série
italienne qui a été faite sur Sandokan, voilà. Donc et la série, elle sort en 76. À une époque, en fait, on est en Italie en 76. L'Italie en 76, c'est mai 68 fois 10 ou fois 100, quoi, en fait. Hein. Donc, le pays, depuis 5-6 ans, il est sous, voilà, il vit une espèce d'énorme mouvement social et politique, quoi, en fait. Hein. Et on est en plus, on a une époque très anticoloniale, etc. Et donc, c'est vraiment une série qui a beaucoup marqué, quoi, en fait. Et en plus, l'acteur qui joue Sandokan, qui s'appelle, alors que j'ai peur, Karim Bedi, en fait, hein, j'ai peur d'écorcher son nom, mais voilà, donc, et c'est un acteur indien, voilà, donc, bon, voilà. Donc c'est quand même fascinant, quoi. Donc et ça, Sandokan, je pense que voilà, si le livre, que tu diriges en fait permet de redécouvrir un peu ces romans-là, je trouve que c'est quand même très cool parce que c'est même plaisant à lire encore aujourd'hui, en fait. Hein. Donc alors, après, il faut aimer le style feuilletonesque de l'époque, hein, mais moi j'aime bien et c'est historiquement, comme historien, c'est vraiment fascinant, qu'en fait bon. Voilà, tu vois, donc à une époque où plutôt la piraterie, c'est plutôt là, on est à l'époque de l'île au trésor, donc toi la piraterie, c'est plutôt genre voilà quoi, donc c'est le pirate, le méchant, etc. et tout, un peu déformé et tout. Et là, Sandokan, c'est l'exact opposé, quoi, l'exact opposé. Alors, tu nous parles de séries et donc par extension de cinéma. Deuxième partie de cette émission, les pirates au cinéma. De quand ça date les premières représentations des pirates au Cinoche ? Bah, c'est ultra rapide. Hein. Ça apparaît très vite, en fait. Hein, donc ça apparaît très très vite. Hein, donc je pense que alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait bon après c'est vrai que il va y avoir des films de pirates assez tôt, mais le moment d'accélération, c'est les années 20. C'est l'entre-deux-guerres. Pourquoi ? Parce que en fait, au début du XXe siècle, le pays qui produit le plus de films, très nettement, c'est la France. Bon, après, il y a eu un petit problème, c'est la Première Guerre mondiale. Donc voilà, là, pour le coup, le pays est ravagé et tout. Et donc là, pour le coup, après, le plus gros producteur de cinéma au monde, ça devient jusqu'à aujourd'hui, c'est Hollywood, quoi, en fait. Donc, et donc là, évidemment, les Américains, ils vont arriver avec leur propre vision de la piraterie. Hein, qui est influencé par des romans, puis aussi par des grands illustrateurs dont on parlera tout à l'heure, donc c'est Howard Pyle, etc., ou NCYF, hein, et donc ils vont arriver avec leur propre vision de la piraterie, et puis ils vont adapter très rapidement, en fait, hein, donc voilà, donc ils vont adapter très rapidement donc les films, par exemple Captain Blood. Alors le bouquin, encore une fois, à vérifier, donc Captain Blood, je crois, il sort en 22, hein, le roman en 1924, il est adapté à l'écran, quoi, en fait. Donc il va y avoir une première adaptation en 24 et une seconde adaptation en 35 en cinéma parlant, hein, pour le coup, hein, parce qu'en 24 on est encore autour du muet, avec Errol Flynn. Donc vraiment, il y a une intensification. Alors en plus, je pense que c'est hyper intéressant, c'est que obsession, encore une fois, mais je pense que ça tient la route. En fait, hein, il y a quand même un parallèle très fort avec, encore une fois, le Moyen-Âge imaginaire et Robin des Bois, parce que donc tu vas avoir beaucoup d'acteurs qui vont incarner Robin des Bois à l'écran, qui après vont incarner ou avant vont incarner des pirates. Bon, Errol Flynn par exemple, hein, 35 Captain Blood, 38 Robin des Bois, 1940 L'Aigle des Mers. Donc il fait 2 films de pirates et entre les deux il fait Robin des Bois, quoi, en fait. Hein. Donc tu vois, ça c'est assez intéressant. Et donc il y a un aspect comme ça où c'est pas le seul acteur à passer par ce schéma. Avant il y avait Fairbanks, hein, qui fait Robin des Bois et qui après fait un film de pirate. Hein. Donc voilà. Et puis après tu vas avoir Burt Lancaster dans les années 50, hein, qui va faire un film. Alors je me rappelle plus dans l'ordre, en fait. Hein, donc film, une espèce de simili Robin des Bois en 50 et qui fait après Le Corsaire Rouge en 52, quoi, en fait. Hein. Donc c'est, en fait, en fin de compte, c'est assez récurrent. Il y a l'aspect qu'on a évoqué tout à l'heure, genre en gros les pirates de Robin des Bois, c'est des annonciateurs de la démocratie parlementaire, etc. Et tout. Donc voilà, donc ça c'est un premier aspect. Mais l'autre aspect qui est très important, c'est que les deux personnages sont des personnages ultra athlétiques. C'est des acteurs, généralement, les acteurs qui incarnent des personnages à l'écran, c'est des acteurs qui sont des acteurs athlètes. Fairbanks et Errol Flynn. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça permet, dès Fairbanks, en fait, hein, de mettre en avant une Amérique jeune, en pleine santé, par rapport à une Europe où, là, pour le coup, concrètement, t'as des millions de types qui sont soit morts, soit devenus, soit un bras en moins, le visage déformé, etc. et tout.
ou des gens qui ont craqué nerveusement, quoi, en fait, hein, donc, qui sont victimes de syndrome post-traumatique. Hein. Et donc vraiment le Robin des Bois ultra athlétique et le pirate ultra athlétique qui va, Robin il va d'arbre en arbre avec, tu sais, toujours, d'ailleurs c'est bizarre, il y a toujours une liane en fait. Hein. Je sais pas pourquoi, il y a toujours une liane entre deux arbres quand il y a Robin des Bois est dans un film en fait. Voilà, à cette époque-là, et ben là c'est pareil. Hein, donc là le pirate il va de vergue en vergue avec une corde et il monte à l'abordage des vaisseaux ennemis en fait. Hein. Et c'est le même principe. Hein, c'est l'espèce d'héros ultra athlétique, qui représente justement une Amérique ultra jeune, donc ultra en pleine santé, quoi, en fait. Hein, donc et ça c'est un aspect qui est central, je pense, dans le mythe pirate comme il est développé au cinéma. On a Jean Soula qui nous dit, je sais pas si tu connais le film de Giorgio Simonelli qui justement s'appelle Robin des Bois et les pirates. Bien sûr. Bien sûr, c'est un film, pour le coup, c'est intéressant. Alors, je crois qu'il date des années 60, si je me souviens. 60. Voilà, donc, ouais. Et oui, bien sûr, ouais, ça c'est intéressant parce que là, encore une fois, t'as un mélange, mais alors là, c'est plutôt on va dire, c'est de la série B en fait. Hein, donc c'est des films italiens et tout, mais en fin de compte, vu que les deux choses procèdent, enfin les deux mythes procèdent, tu vois, d'une espèce d'image très proche, on n'a aucun problème à les mélanger, quoi. Aucun problème, quoi, en fait. Ça pose strictement aucun souci, quoi. Donc, Alors, au début du Cinoche, on voit que les films de pirates se passent essentiellement autour des Caraïbes, des Antilles, de l'Atlantique, alors qu'on l'a vu dans la littérature déjà, on va bien plus loin. Pourquoi ? C'est juste des considérations techniques, économiques ? Non, mais je pense qu'il y a aussi le fait que les films sont produits aux États-Unis. Donc, les États-Unis, dans la culture populaire américaine, les pirates, c'est les Caraïbes. Et donc, ce qui fait et on arrive, quand on va avoir carrément la franchise Pirates des Caraïbes qui va être produite au début du XXIe siècle, on arrive au bout de cette logique-là. En fait, en gros, les pirates, dans la culture populaire, c'est associé presque exclusivement aux Caraïbes, en fait. Donc, voilà. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est lié à l'espèce de prééminence d'Hollywood, hein, tout bêtement. Et donc, à partir des années 50, là, on a une évolution encore de la figure du pirate. Les années 50, c'est la grande époque des films de pirates. Il y a une grosse production. Donc, le premier moment, c'est les années 20-30. Les années 50, tu vas avoir aussi un grand moment de production. Mais je pense que ça obéit, en fin de compte, c'est une espèce de répétition de ce qui était déjà à l'œuvre à l'époque des romantiques. C'est-à-dire, concrètement, que on cherche un ailleurs. Et c'est à la même époque où tu as une énorme production, une intense production en termes de western aussi, en fait. Donc, on est à une époque d'accélération économique où en fait les villes deviennent de plus en plus énormes. Et donc concrètement, tout ce public-là, qui est un public de plus en plus urbain, il faut leur offrir un ailleurs en fait facilement consommable. Et donc concrètement, tu vas avoir les westerns et tu vas avoir les films de pirates. Voilà. Donc ça ça explique. Et je pense que ça explique beaucoup là on est, alors chez les romantiques, évidemment on n'est pas dans un l'aspect commercial, il est moindre. Là on est vraiment dans de la production de masse d'une espèce d'ailleurs facilement consommable, quoi, en fait. Donc voilà. Et là, c'est vraiment à mon avis la grande époque des films de pirates, quoi. Pour autant, il y a certains cinéastes qui à la même époque tentent de faire autre chose avec le pirate, ou on est vraiment écrasé par ces blockbusters. On est quand même assez écrasé par ces. Alors après, il n'y a pas de temps des blockbusters. En fait, c'est vraiment, je pense que la première réaction, en fait, hein, donc entre guillemets, en fait, ou en tout cas une des premières réactions ou la plus connue, c'est Sandokan, ces années 70, quoi. Pendant très longtemps, les films de pirates vont être donc alors c'est même intéressant parce que pour le coup, Sandokan est publié et sort à la télévision italienne en 76. D'ailleurs, c'est une coproduction franco-italo-allemande, en fait. Voilà, donc ça c'est. Et la même année, le même réalisateur, dont Sergio Solima, fait un film basé sur une autre œuvre de Salgari qui s'appelle Le Corsaire Noir.
hein, et qui est aussi joué, hein, le Corsaire Noir, le héros, qui pourtant est dans le texte est un Européen, est aussi joué par Karim Bedi, quoi, en fait. Donc ça, c'est très intéressant parce que dans ce film-là, c'est pareil, c'est un film clairement anticolonial. Mais là, tu vois, le contre-discours, il vient pas des États-Unis. Le contre-discours, il vient d'Italie, dans un pays en plus où depuis 10 ans, on fait des western spaghetti qui sont des espèces de critiques, en fait, hein, du mythe du western américain, quoi, en fait, hein, où dans le western américain, les cow-boys étaient propres, etc., et tout, ils étaient gentils. Dans les western spaghetti, bah, ils sont sales, etc., et tout. Et puis derrière, il y a une critique aussi de la conquête, voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et là, tu as la même chose avec ces films-là de Solima et cette série télé, mais transportée en fait, hein, sur le mythe pirate. Années 80. Années 80. L'évolution, elle est intéressante parce que là, dans les années 80, je pense que ça commence à. Bon, après, c'est toujours compliqué de donner en termes de culture, de donner des moments de départ, quoi, en fait, voilà. Donc, parce que l'évolution, elle commence dès les années 20, 30, hein, où tu vas avoir déjà, et même un peu avant d'ailleurs, parce qu'on pourrait remonter même plus loin, en fait, hein, donc, où on va quelque part chercher à faire perdurer le mythe pirate, mais en le transposant ailleurs. Quand on pense à ça, évidemment, un ailleurs qui est accessible assez rapidement et qui même à l'époque est quand même très à la mode, c'est l'espace, et donc on va projeter les pirates dans l'espace. Alors ça a commencé dans la science-fiction écrite bien avant. Ça, faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est plutôt années 20-30 en fait. Hein, donc voilà. Donc bon. Mais évidemment, en 78, hein, t'as Albator au cinéma, et c'est hyper intéressant, Albator. Donc alors en plus, le personnage, il est apparu en manga en 69, si je me rappelais bien. Hein, donc, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que si tu regardes bien, tu retrouves encore une fois une critique de la civilisation moderne, quoi, dans le début d'Albator, parce que dans le début d'Albator, c'est en gros, ça montre une terre où en fait les gens, ils sont tous dans des grandes villes, ils sont abrutis par la télé et par la consommation, mais dit le texte, il y a des gens qui sont encore libres, qui voguent librement dans l'espace. Et puis après, paf, il y a Albator qui apparaît, quoi. Voilà. C'est quand même ça. Et donc, tu vois, tu as un aspect que tu as déjà en germe chez le sage, quoi, en fait. Voilà. Tu vois, et qui a aussi chez les romantiques, et que tu retrouves à nouveau, quoi, en fait. Donc, voilà. Et ça, c'est hyper intéressant. Puis bon, évidemment, puis après Albator, ça va devenir une énorme franchise. Voilà. Donc, avec, en plus, c'est intéressant, c'est que on sent l'énorme influence du cinéma américain, parce que concrètement, le vaisseau d'Albator, si tu regardes bien, c'est un vaisseau, un vaisseau spatial, mais de l'arrière ressemble à une espèce de poupe, hein, de bateau de grand voilier du XVIIIe siècle, en fait. Donc voilà, ça, je trouve que c'est assez fascinant, et ça permet de faire vivre en tout cas de transposer le mythe, et donc de le faire continuer, quoi, en fait, hein, quelque part. On a, j'y pensais là, mais chez les Monty Python dans les années 80 aussi, on a un court-métrage dans le sens de la vie autour des pirates. Ah, c'est très possible. Sincèrement, là, il faudra que je revoie le sens de la vie, parce que ça commence à dater. Et puis ma mémoire n'est plus de la première fraîcheur, mais c'est très possible, hein. Sincèrement, on veut dire, les trucs sur les pirates, t'as pas fini de faire le tour de la production, en fait, hein, donc culturelle autour des pirates, quoi. Donc non, sincèrement, c'est très possible, hein, donc Là, c'est les anciens employés d'une grosse compagnie d'assurance qui se révoltent en tant que pirates, du coup, contre la nouvelle génération en costard cravate qui vient tout écraser avec leur capitalisme et tout le reste, quoi. Tu vois, c'est intéressant aussi, tu vois. Donc bon, ça c'est intéressant. Il faudra que je le regarde, tiens. Voilà, ça me dit rien, mais il faut que je. On a une question un peu, pas hors sujet parce qu'elle reste dans le thème, mais on nous demande s'il y a beaucoup de films, à ta connaissance, s'il y a beaucoup de films d'horreur avec des pirates, à part Fog, je n'en vois pas de mémoire, on nous dit. Alors, Fog c'est Carpenter, Fog, non je sais plus. Alors, c'est très possible. Après, t'as souvent, faudrait voir dans la littérature.
si t'as pas, parce qu'en fait, il y a un côté, par exemple, Long John Silver, donc le méchant de l'île au trésor, il y a un aspect déjà monstrueux, quoi, en fait, voilà. Il y a un aspect créature monstrueuse, quoi, assez flippante, quoi, en fait, hein, même si on est dans une littérature pour la jeunesse. Et en fin de compte, faudrait voir dans la littérature, peut-être dans du Lovecraft, j'ai l'impression que dans certaines histoires, c'est associé à des histoires de pirates, quoi, de trésors pirates, je sais plus. C'est à voir, mais en fin de compte, l'aspect horreur, il est déjà présent au 19e siècle. Hein. C'est vraiment, les pirates sont des espèces de créatures en fait, hein, qui viennent d'un passé trouble, voilà, assez flippant. Et en fin de compte, la franchise Pirates des Caraïbes va au bout de la logique, quoi. Quand tu as le Hollandais volant, bah, c'est des créatures monstrueuses qui viennent des profondeurs, etc. Et tout, quoi. Donc, et même chez Pyle, t'as une image, en fait, t'as une illustration qui est vraiment, qui est très belle, en fait, hein, avec le Hollande, je crois qu'il s'appelle le Hollandais volant, où t'as une espèce de pirate de capitaine zombie, hein, donc c'est fin 19e, hein, je crois que cette illustration, ou début 20e siècle, mais capitaine zombie avec son équipage, quoi, en fait, au milieu d'une tempête, voilà. Donc, je pense qu'il y a un aspect, mais parce que c'est lié, vu que en fait l'horreur, c'est souvent dans les trucs d'horreur, hein, c'est comme dans les trucs de vampires. Enfin, les vampires, toi, c'est ça, quoi. C'est 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 l'inverse du monde moderne, quoi, en fait, hein, qui vient troubler le monde moderne, quoi. Donc les vampires, c'est un type qui vient du Moyen Âge, en fait, hein, qui vient troubler Londres, qui est la ville la plus moderne de l'époque. Les pirates, les pirates monstrueux, c'est un peu ça aussi, quoi, en fait, hein. C'est des espèces de, voilà, c'est un avant qui peut être soit fascinant, soit terrifiant. Et en fait, avec Long John Silver, tu as les deux en même temps, quoi. C'est un personnage qui est à la fois, parce que dans le roman, dans l'île au trésor, hein, donc le roman il tient grâce à Long John Silver. Le personnage que tout le monde retient, c'est Long John Silver. C'est pas les autres, quoi, en fait, hein. Les autres, voilà, le personnage majeur de ce roman, c'est le méchant, quoi, en fait, parce qu'il est à la fois, il est terrifiant et fascinant en même temps, quoi. Alors, t'as évoqué Pirates des Caraïbes, justement, quand on parle pirate, aujourd'hui, je veux dire, le cerveau, tu dis pirate, c'est Pirates des Caraïbes, quoi, tout de suite. Ouais. Quelle vision du pirate on va retrouver dans Pirates des Caraïbes ? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que, alors ça commence encore une fois, Pirates des Caraïbes arrive au bout d'une forme de logique, hein. C'est en fait, en gros, pour réactualiser le mythe, on saupoudre le mythe pirate d'éléments qui viennent d'autres genres littéraires ou culturels, mais qui fonctionnent. Là, depuis Pirates des Caraïbes arrive en 2003. Depuis 2 ans, enfin, on est juste après l'énorme succès d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux au cinéma. Et le genre qui monte, hein, et qui va devenir dominant dans la culture populaire avec les super-héros, c'est la fantasy. Et donc, on va saupoudrer le mythe pirate d'éléments de fantasy, des éléments fantastiques, en fait, avec de la magie, quoi, en fait. Et là, Pirates des Caraïbes, c'est exactement ça. Ça commence déjà assez nettement dans le premier, avec donc des espèces de morts-vivants, avec une histoire de trésor, voilà, maudit et tout. Et puis dans le deuxième, le troisième, ça va être voilà, ça, on va passer à la puissance plus, quoi, en fait, hein, avec des histoires, avec des dieux, des déesses, voilà. Donc voilà. Et puis en plus avec les autres, ceux d'après, ça va devenir, ça va être pareil. Et cette histoire, ce truc-là a commencé dès les années 80 avec. Alors attends, je suis en train d'essayer de choper le bouquin avec ce roman-là, en fait, hein, Sur des mers plus ignorées, de Tim Powers, en fait, hein, qui est vraiment un des premiers romans à avoir vraiment mis des éléments de fantaisie, de magie dans la mythologie et les pirates. Et d'ailleurs, ce roman-là va servir de base au 4e ou 5e opus, je crois que c'est au 4e opus de la franchise Pirates des Caraïbes, quoi, en fait, hein. Donc bon, tu vois, encore une fois, le lien est fait. Et l'autre aspect qui est hyper intéressant, je pense, c'est Jack Sparrow, bon, c'est pareil, hein, qui tient, voilà, donc qui tient la franchise, voilà, donc quand même assez nettement, hein, le personnage incarné par Johnny Depp, pour plein de raisons, parce que notamment, il prend à contre-pied l'image qui était développée par le cinéma sur les pirates depuis les années 20, c'est-à-dire le pirate qui est sûr de lui, athlétique, beau gosse, etc. et tout, qui dans le film, concrètement, c'est le personnage d'Orlando Bloom, qui est un personnage secondaire, en fait, hein, donc, et celui qui va être mis en avant, c'est le mec complètement chelou, qui a une apparence, en fait, avec des dreadlocks qui renvoient
un personnage un peu racisé, on sait pas trop, voilà, donc qui est maquillé, qui a des bagues partout, qui parle de manière bizarre, qui fait des gestes comme ça, etc. et tout. Donc voilà, il fait beaucoup mieux que moi et tout. Et donc voilà, et donc c'est et même d'ailleurs Johnny Depp à l'époque, hein, donc aujourd'hui évidemment il a une image beaucoup plus différente, voilà, pour plein de raisons, notamment par rapport à ses soucis. Voilà, donc mais le truc c'est que, enfin ses soucis, c'est pas bon, bref. Mais le truc, c'est que il a une image beaucoup plus négative aujourd'hui. Mais à l'époque, quand le film sort, moi je me rappelle, c'était un acteur qui était plutôt connu pour des rôles, tu vois, un peu recherchés, un peu voilà, un peu des rôles, va dire même comme Édouard Romain d'Argent, etc. et tout, des rôles un peu intellectuels, etc. et tout quoi. Donc et donc il n'était pas du tout dans l'image de l'acteur, tu vois, hyper viril qui fait de la muscu, machin quoi. Ça n'avait rien à voir en fait à cette époque-là. Il n'était pas du tout là-dedans. Et donc même Johnny Depp dans certaines de ses interviews, il va laisser planer le doute sur l'orientation sexuelle de Jack Sparrow, en disant en gros, bah voilà, en disant oui, j'ai lu des bouquins sur les pirates, notamment sur l'homosexualité dans la piraterie, et donc m'en suis inspiré pour mon personnage, quoi. En fait. Et donc voilà, Jack Sparrow, voilà, c'est un personnage, on va dire très ambigu, et tout quoi. Et encore une fois, on retrouve l'idée que les pirates c'est l'ailleurs, hein, c'est l'inverse, tu vois, c'est quelque chose de voilà d'étrange, voilà, donc voilà. Et Jack Sparrow c'est exactement ça quoi, et c'est vraiment un anti-héros quoi en fait, il n'arrête pas de, enfin la scène du début où tu le vois arriver là sur son mât, t'es là genre ah, putain il est beau, il est fringant, et puis en fait c'est un bateau qui est en train de couler, et puis il arrive et c'est un tout petit bateau en plus, et puis il arrive sur un quai, etc. et tout, enfin bon, ça annonce la couleur quoi en fait, hein, donc et ça c'est hyper intéressant, t'as un renversement de l'image, un renversement de l'espèce de l'image, voilà, très athlétique, très virile du pirate avec ça. Et c'est aujourd'hui l'image qui est devenue dominante, hein, je pense, des pirates. Hein. Aujourd'hui, quand on pense aux pirates, on pense à Jack Sparrow. Voilà. Et alors, on parle beaucoup dans le chat, ça a été droppé plusieurs fois, mais de la série Black Sails. Ah bah ça c'est une série intéressante, je pense que, mais c'est une série intéressante qui est, à mon avis, la série a lieu parce qu'il y a le succès de Pirates des Caraïbes, quoi. Qui a relancé la fascination pour le mythe pirate quoi. Et donc c'est bah voilà, je pense que ça s'inscrit complètement là-dedans quoi en fait, hein. Donc c'est comme bah concrètement tu vas avoir de plus en plus de séries historiques, voilà, donc sur le Moyen Âge, parce que bah tu as tout le succès de la fantasy, tout qui fait que voilà. Et donc voilà, en effet cette série, mais c'est pareil dans la série, là où c'est intéressant, c'est que tu as, alors dans mes souvenirs, tu as des acteurs aussi par exemple racisés quoi en fait, hein. Donc et donc c'est une nouveauté en fait, hein. Donc voilà, on met encore une fois alors à la fois ça permet de rappeler une réalité historique, et en même temps, ça permet aussi de faire écho, tu vois, aux transformations contemporaines. Tu vois, en gros, en disant, en gros, il faut ouvrir en fait, hein, de plus en plus. Voilà, donc il faut montrer un visage divers, hein, diversifié et tout quoi. Donc alors là, pour le coup, chez les pirates, il y a une réalité historique qui vient appuyer ça. Mais tu vois, je pense que dans Black Sails, je pense que c'est poussé encore plus qu'en fait, hein, que la réalité historique. Voilà. Donc ça là-dessus, je laisse les spécialistes après des pirates historiques en parler quoi. En fait. Donc, ce qui est intéressant et qui est souligné par Jean Soula, et je pense qu'il a raison, c'est vrai que pour notre génération, c'est vrai que pirate égale Pirates des Caraïbes, mais pour les nouveaux, et moi je regarde mes gosses, c'est le cas, pirate égale surtout One Piece. Oui, mais alors là, One Piece, c'est intéressant parce que là, pour le coup, tu as une espèce, comme souvent dans les mangas, tu as une espèce de syncrétisme de tout. Et ça, c'est un truc qui est... Alors en fait, c'est pareil, One Piece, c'est pas... alors bon, ça sort en 97, mais c'est pas si novateur que ça. Alors, bon, moi j'aime beaucoup, voilà, mais c'est dans le sens où en fait, ça s'inscrit dans une histoire plus longue, tu vois. Et en fait, il y a, je vous ai dit, en fait, dans les années 80, parce qu'il y a un succès de la fantasy, on va saupoudrer les pirates historiques d'éléments de fantasy. Voilà. Donc ça, c'est sur des mers plus ignorées. Mais dès les années 30, et encore plus à partir des années 70 et 80, quand on va créer des univers de fantasy, notamment en fait, donc, notamment dans les jeux de rôle, on va mettre des pirates. Les mondes médiévaux, hein, les mondes médiévaux fantastiques, qu'on appelle le médiéval fantastique, en fait, le terme est un peu mal choisi,
dans le sens où en fait l'élément majeur de la référence majeure de ces univers, c'est une référence médiévale, mais tu vas avoir des références antiques jusqu'à des références de pirates, quoi, en fait. Donc, un des premiers à avoir fait ça, c'est Howard, donc le créateur de Conan. Quand il va mettre dans son monde, donc le monde hyperboréen, en fait, donc le monde iborien, pardon, voilà, donc il y a l'hyperboré dans son monde, mais voilà, c'est le monde iborien. Quand il va mettre dans son monde iborien des éléments associés aux pirates, et ça, il va même pousser le truc hyper loin. C'est que, et là c'est hyper intéressant, c'est, tu vois, en fait, encore une fois, le lien entre le Moyen-Âge imaginaire et la piraterie est très fort. C'est que il va écrire une nouvelle de Conan avec des pirates, situé dans son univers imaginaire, qui s'appelle Le Maraudeur Noir. Les éditeurs refusent la nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il modifie quelques trucs et il en fait une nouvelle de pirate historique. Là, ça, c'est assez fascinant. Donc voilà, où il invente un nouveau héros, donc Vulmea. En fait, voilà, donc, voilà. Mais dans l'univers de Conan, tu as plein de références aux pirates. Et la preuve, en fait, et là, quand si vous connaissez un peu les jeux de rôle, en fait, vous avez plein d'univers de jeux de rôle créés principalement dans les années 80 où il y a des références aux pirates. Là, je vous donne un petit exemple. Vous avez cette relique, en fait. Bon, cette relique, c'est à 25 ans, en fait. Donc, c'est un jeu de rôle Conan où tu as un supplément qui s'appelle Pirate Isle. Voilà, donc les îles pirates, en fait. C'est que des îles. D'ailleurs, il y a plein de références à la piraterie, quoi, en fait. Et même pour ça, Tolkien, même dans l'univers de Tolkien, il y a des pirates. Alors, ils appellent pas ça des pirates, mais c'est des corsaires. Mais encore une fois, les termes, ils sont interchangeables. C'est les corsaires d'Umbar qui sont situés au sud. Et Umbar, encore une fois, c'est clairement une référence au barbaresque. Ouais, et on les voit très rapidement dans le film, d'ailleurs. Trop rapidement. Il y a deux, trois plans. On voit un bateau, on se dit tiens, des pirates. Ouais. Beaucoup trop rapidement. Voilà, mais voilà. Après, ils pouvaient pas tout mettre, mais c'est les corsaires d'Umbar. Voilà, c'est un élément de l'univers de Tolkien. Et vraiment, c'est pareil, l'univers de Warhammer. Moi, j'ai pris l'exemple qui est une de mes modèles de Proust, l'exemple de Donjons et Dragons, où dans un univers du Mystara, t'as forcément un supplément. T'as plein de suppléments sur le Moyen-Âge imaginaire avec des elfes, des nains et tout. T'as un truc sur les Vikings, t'as un truc sur des orques et tout, et puis à côté t'as un truc sur les pirates. Parce que forcément, dans un univers de fantasy, tu dois avoir des pirates aussi. C'est pareil dans Warhammer, c'est pareil dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones, évidemment, avec les Fernés, ouais, bien sûr, qui sont un mélange de Vikings et de pirates, quoi, en fait. Mais clairement, c'est les deux en même temps, quoi, en fait. Donc, voilà, même dans l'apparence, en fait, si tu regardes bien, ils ont des espèces de longs. Tu sais, dans les costumes, ils ont des espèces de longs manteaux qui font vachement penser aux manteaux, tu sais, aux longs manteaux du XVIIIe siècle et tout, voilà, donc qui sont associés à la piraterie, quoi, en fait. Donc, ouais, donc bon, ouais, c'est évidemment ça, c'est un truc qui devient en fait un lieu commun, en fait, voilà. Et ça, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour faire survivre le mythe pirate, ou en tout cas, parce que même pas pour faire survivre, c'est que vu qu'en fait, le mythe pirate est très associé à un ailleurs imaginaire comme le Moyen-Âge, et bien forcément, quand on va créer des univers de fantasy médiévaliste, on va mettre des pirates dedans, et One Piece, bah, ça arrive au bout de ça, quoi, en fait, voilà. C'est que là, carrément, l'univers de fantasy, parce que ça, pour moi, c'est un univers de fantasy, en fait, voilà, et ben concrètement, c'est uniquement un univers de pirates, quoi. Et on met tous les pirates, on va mélanger plein d'éléments associés à tous les pirates, en fait, historiques et tout, donc dans cet univers de fantasy. Alors, on nous demande si dans le chat si on peut associer les Vikings à des pirates. Alors justement, dans le bouquin collectif que j'ai la chance de diriger, dans lequel William intervient, on en parle. C'est-à-dire qu'on parle pas forcément que des pirates de l'âge d'or, mais on parle aussi des pirates de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a évidemment les Vikings, les Saxons, et on a Lucie Malbos qui écrira là-dedans. Petite digression, pour ceux qui veulent participer et vous procurer le bouquin dans l'édition collector, c'est jusqu'au 15 mai 2025. Et pour ceux qui écoutent cette émission en rediff après cette date, eh bien, vous pourrez le retrouver d'ici la fin de l'année 2025 en boutique, voilà, culturelle, les grands magasins, un petit peu partout, en librairie, sur Internet. Les pirates, nota bene, vous tapez ça, vous trouvez le bouquin, vous aurez une version, vous aurez une vision scientifiquement un jour et vulgarisée de ce qu'est le pirate à travers l'histoire. Cette image, cette iconographie finalement du pirate, elle date pas, elle est pas née, on l'a vu avec le cinéma, il y avait déjà des évocations avant dans la littérature, mais en image vraiment que l'on peut voir, ces productions iconographiques, elles datent de quand ? Bah, en fait, c'est pareil. En fait, je pense que tu as déjà des gravures sur les pirates qui datent du XVIIIe siècle, en fait. Donc c'est assez tôt.
Par contre, tu vas avoir pour qu'elle se diffuse, il faut qu'il y ait une production de masse, et ça va plutôt arriver au 19e siècle, hein, pour le coup. Donc, ça va plutôt arriver au 19e siècle avec, et je pense qu'on peut pas parler, on a du mal à parler, on aura du mal à parler de l'imagerie pirate sans parler de Howard Pyle, qui est un grand illustrateur américain, qui va avoir une énorme influence sur les films américains, sur la piraterie, et qui eux-mêmes après, tu vois, en fait, vont influencer l'image qu'on a aujourd'hui des pirates, quoi. Et ça, voilà, sans Pyle, on n'a pas ça. Et Pyle, c'est hyper intéressant parce que, alors, il a fait pas mal d'imagerie, enfin pas mal d'illustrations sur les pirates. Entre en gros 1888 et 1908, et c'est un personnage intéressant parce que Pyle, il a aussi au même moment, alors un petit peu avant, parce qu'il a écrit, je crois que c'est en 1883, il a fait un bouquin sur Romain des Bois. Encore une fois, tu vois, voilà. Genre. Et puis il a aussi fait un bouquin illustré avec ses propres illustrations, donc sur le mythe arthurien. Voilà, donc encore une fois, le but c'est d'emmener des gens vers un ailleurs et aussi de montrer une image, voilà, de pirate. C'est un des premiers, en fait, parce que on est à un moment, 1888, c'est la date n'est pas anodine. 2 ans plus tard, c'est la fin officielle de la frontière. On dit, voilà, l'administration américaine dit, bon, voilà, la conquête de l'Ouest est terminée, quoi. Et donc là, le problème, c'est qu'on pourrait se dire, ah, ben les gens, ils sont contents. Mais en fait, les gens commencent à flipper, notamment au sein des élites, voilà, donc, des élites, intellectuelles. On dit, en gros, vu que, en gros, ce qui a motivé, en gros, l'âme américaine pendant un siècle, c'était la conquête de l'Ouest. Et maintenant, en gros, on va tous devenir des espèces d'urbains, en fait, et on va devenir, voilà, pâteux, bon, on va s'empâter, on va pas faire de sport, etc. et tout. Et donc, on va se déviriliser. Il y a une espèce de crainte énorme, en fait, hein, de la dévirilisation. En fait, hein. Donc, et donc, il faut donner au grand public, notamment aux jeunes hommes blancs, évidemment, ça c'est important, cet aspect-là. Il faut donner des espèces de modèles, hein, de virilité. Donc, Romain des Bois, les chevaliers, les pirates. Et Pyle, il est vraiment là-dedans. Quand tu vois bien l'image, la manière dont il représente les pirates, eh ben, c'est des hommes qui qui sont athlétiques, qui vivent au grand air, hein, donc voilà, loin des grandes villes, hein, et donc voilà, donc c'est un modèle sur lequel il joue beaucoup. Et en plus, hein, ce qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, c'est un grand illustrateur, donc évidemment, ses illustrations, elles sont frappantes, quoi, en fait, hein, donc c'est des illustrations qui, alors c'est pareil, elles sont présentes dans le bouquin parce qu'elles sont archi célèbres, en fait, hein, donc, mais les illustrations, on voit, notamment, il y a une qui s'appelle Captain Kit, en fait, où on voit un pirate qui est sur un pont. Le pont, il est de travers, mais le pirate, il reste à peu près droit, quoi. En fait, hein, il y a un océan déchaîné derrière. Et donc, tu vois l'homme, toi, qui résiste aux éléments malgré tout, voilà. Donc, et qui, en fait, en gros, on a quasiment rien à faire, quoi, en fait, hein. Donc, il y a vraiment cette image qui est très forte chez Pyle et qui va être reprise après par le cinéma, quoi, en fait, hein. Et c'est là où tu vois, en fait, que Sparrow, là, pour le coup, c'est un peu l'opposé, quoi, en fait, hein. Donc, un siècle plus tard, parce que lui, pour le coup, s'il y a une tempête, bah, il va vomir par-dessus bord, quoi, en fait. Voilà, donc, voire il va passer par-dessus bord, quoi, en fait. Voilà, donc, c'est. Ouais. Donc, et voilà. Et donc, Pyle, c'est hyper intéressant. Puis après, évidemment, il va y avoir une énorme influence de Pyle sur la bande dessinée ou sur la représentation. Justement, parlons-en un petit peu de la bande dessinée. Comment est-ce qu'on les représente, les pirates, dans... Alors, il y a plusieurs trucs. La première chose, c'est qu'il y a une des premières bandes dessinées sur les pirates archi célèbre, qui est un peu oubliée aujourd'hui, en fait, hein. Donc, c'est une bande dessinée de Milton Caniff, hein, donc, qui sort en 1934, qui s'appelle Terry et les pirates. Donc, on pourrait se dire, avec le titre, c'est une histoire avec des pirates, voilà, au 19e siècle, au 18e siècle, etc. et tout. Non, pas du tout. C'est une histoire qui se déroule en Chine, à l'époque contemporaine. Et voilà, les héros, c'est des héros américains, occidentaux, blancs, etc. et tout. Et en fait, les pirates, c'est les ennemis, quoi. Voilà. Et c'est des ennemis en plus qui sont évidemment racisés parce que, en fait, notamment une des opposantes, en fait, une des adversaires, une des antagonistes de Terry et les pirates, c'est une femme chinoise qui s'appelle Dragon Lady qui contrôle les pirates chinois, quoi, en fait, hein. Shang-Chi, qui est inspiré de Shang-Chi, j'imagine.
Alors oui, sans doute, ouais, oui, très certainement, ouais. Donc ça, voilà, donc ça, il y a un aspect comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, tu retrouves encore une fois le discours colonialiste, hein, tu vois, qui associe en gros les peuples colonisés qui se révoltent, en tout cas, à des pirates, en fait, en gros, parce que ça permet de dire, en gros, ces gens-là sont au dehors de la civilisation, quoi. Donc voilà, ça c'est un premier aspect. L'autre aspect que tu vas avoir, c'est que assez rapidement dans la BD, notamment dans la BD franco-belge. euh, on va associer les pirates à l'enfance. Et donc, on va faire des BD de pirates dirigés, enfin, en tout cas, à destination des enfants, hein. Une des plus connues, c'est une BD italienne qui s'appelle Pepito, en fait, hein, voilà, qui, en gros, c'est une espèce d'enfant, hein, qui se bat avec un groupe de pirates, hein, contre un affreux. Et ça, d'ailleurs, c'est un aspect que tu retrouves aussi au passage, hein, je précise, hein, pour faire encore une fois un lien avec One Piece. Tu as cet aspect-là aussi, hein. Parce que chez Pepito, c'est des enfants qui sont en lutte quelque part contre les méchants gouverneurs qui, lui, est un adulte. Donc, tu as les enfants pirates, l'adulte, c'est le gouverneur qui représente en gros le monde moderne, machin et tout. Là, tu l'as aussi chez One Piece, cet aspect-là. Parce que ils sont jeunes, hein, sur le vaisseau de One, enfin, voilà, donc le vaisseau des héros, quoi, en fait, hein, voilà. Et en fait, des exemples comme ça, t'en as plein, hein. Là, je pense une autre BD qui a un peu que je lisais aussi quand j'étais gamin, qui était dans Pif Gadget, hein, qui s'appelle Surploup, le petit corsaire. Voilà. Donc voilà, petit clin d'œil sur Couf. Alors, tu vois, et encore une fois, tu vois encore une fois que la figure du corsaire et du pirate sont interchangeables, parce que là, c'est Surplouf, le petit corsaire, qui est un clin d'œil à Surcouf, qui était un corsaire, qui n'était pas du tout un pirate pour le coup, hein, mais voilà, tu vois, voilà. Donc et puis après, évidemment, tu vas avoir du côté des mangas, tu vas avoir dès 47, en fait, hein, donc, et sans doute avant, en fait, hein, mais ça, faudrait creuser. Mais ce qui est certain, c'est que dès 1947, tu vas avoir Tezuka, qui était le grand pape, en fait, hein, des mangas, un peu l'équivalent de Walt Disney pour les mangas, qui va adapter l'île de trésor, en fait, hein, donc, en manga. Donc, puis après, évidemment, t'as Albator, tout ça, et puis au bout de ça, t'as One Piece, quoi, en fait. Et alors, très souvent encore dans la BD, on va retrouver des pirates associés, comme tu le disais, au Moyen-Âge, à la fantaisie aussi. Oui, oui, bien sûr, ouais, t'en as un paquet, ça, hein. Mais ça, de toute façon, après, la BD, dans la BD, tu vas dans la BD, ça, tu t'autorises plein de choses, en fait, hein, que tu peux pas t'autoriser, en fait, hein. Donc tu peux pas t'autoriser peut-être au cinéma ou tout, voilà, parce que c'est beaucoup plus facile à produire, quoi. Donc oui, tu vas avoir cet aspect-là qui est important, en fait, hein. Et de toute façon, aujourd'hui, encore une fois, hein, tu vas trouver des pirates à peu près dans tous les univers imaginaires, quoi, en fait, hein. Je pense que par exemple, même les univers de SF, hein, t'en as. Enfin voilà, donc Ouais, n'importe où. ouais, Warhammer 40 000, t'en as. Star Wars, qui n'est pas de la SF parce que c'est de la fantasy, j'y tiens, voilà. Eh bien, t'en as aussi, voilà. Donc c'est voilà, donc. Puis même des jeux vidéo dont on va parler, Ouais. mais tu vois, même dans des jeux comme Starfield, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, tu trouves aussi des factions de pirates, Oui, bien ce sûr. genre de choses. Mais alors, petite digression, mais c'est rigolo, ça va être le fil rouge historiographique de cette émission, mais il y a peut-être, alors je sais plus, le temps passe vite maintenant, c'était peut-être il y a 3 ans, 4 ans, j'avais reçu dans cette émission 2 auteurs de BD, justement Vincent Brujas et Ronan Toulout, qui ont fait une BD sur les pirates, qui s'appelle La République du Crâne. Ouais. C'est vachement bien d'ailleurs, je vous conseille de la lire, mais qui est hérité aussi de cette vision très Rediker de Ah ouais. l'histoire des pirates, et où là on a carrément un groupe de pirates qui va choper un bateau. Sur le bateau il y a des esclaves, Ouais. et en fait ils se disent en fait, travaillons ensemble et on va voter pour savoir ce qu'on va faire. Enfin voilà, il y a cette vision Hmm. très horizontale de la piraterie, quoi. Ouais, bien sûr, mais ce que c'était pendant très longtemps, c'était moi, pour moi compris, hein, en fait, hein, je me mets dans le lot, c'était la vision qu'on avait de la piraterie, quoi, en fait, hein, parce qu'on était très influencé par la lecture de Rediker, quoi. Ouais, et t'as aussi ça dans les univers de fantasy, parce que les pirates, il y a un aspect, voilà, dans beaucoup d'univers, je pense notamment à l'univers de Warhammer, où c'est une espèce de république, etc. et tout, voilà, donc voilà, il y a, en gros, c'est des cités libres, des cités franches, toujours souvent le terme qui est employé, etc. et tout.
par rapport aux pirates, quoi. Donc, parce qu'on oppose. Et encore une fois, ça part d'une forme de réalité. Enfin, il y a des aspects chez les pirates qui peuvent faire penser à ça, des aspects chez les pirates historiques qui peuvent faire penser à ça, mais ça a été grandement, on va dire, mythifié, exagéré par la suite, en fait. Hein, voilà. Donc, on a des fidèles de l'émission, hein, parce qu'on a Dwerawan dans le chat qui dit oui, bah, j'avais gagné la BD sur ce stream, on avait fait gagner la BD à l'époque, elle est top. Donc il était là et en plus il a remporté la BD. C'est beau ça quand même. C'est très beau, c'est très très beau. Donc on l'a dit, la figure du pirate, elle s'exporte aussi dans le jeu vidéo. Mmh. Ouais, mais très rapidement aussi, hein, en fait, hein, donc où bah tu vas avoir, alors c'est pareil, intéressant. Encore une fois, obsession personnelle, j'insiste toujours, mais un des premiers jeux qui est consacré aux pirates s'appelle Pirate Adventures, hein, qui est un jeu, je crois que c'est un jeu j'ai un jeu texte en fait, voilà, donc 79, hein, donc voilà, évidemment c'est et l'entreprise qui produit ça l'année d'avant avait fait un jeu textuel qui s'appelle Adventureland, qui est un jeu de fantasy médiévale. Encore une fois, donc et leur second jeu forcément c'est des pirates, quoi. Donc et puis après tu vas avoir très rapidement des adaptations de jeux basés sur l'île au trésor en fait. Mais moi aussi ça m'a le truc peut-être le plus intéressant qui peut-être marque un peu l'aspect une des nouveautés que va induire les jeux vidéo, c'est le jeu de Sid Meier en fait. Donc qui s'appelle Sid Meier's Pirate en fait, hein, donc et donc qui sort en 87 et qui annonce en fait colonisation puis après civilisation, quoi. Donc et en fait ce qui est intéressant c'est que tu as une image, on va dire, très self-made man des pirates, où dedans en gros tu joues un capitaine. Alors déjà, donc les pirates généralement c'est quand même une aventure collective aussi, quoi. Donc mais tu joues un capitaine et en gros petit à petit tu fais ta petite entreprise, quoi, en fait. Et puis après tu peux choisir soit de devenir gouverneur, soit de devenir toi, donc voilà. Et ça c'est hyper. Alors d'un côté ça peut être intéressant historiquement parce que tu vas avoir des flibustiers pirates qui vont avoir aussi des parcours, tu vois. Pas seulement révoltés, quoi, en fait, hein, mais qui vont devenir aussi, je pense par exemple à Morgan, en fait, hein, qui vont devenir des gouverneurs et tout. Donc, mais il y a un côté aussi où le jeu vidéo, en tout cas, le gameplay insiste sur le côté auto-entrepreneur des pirates, quoi, en fait. Donc, et là, c'est vraiment l'image, genre, là, on est à rebours en fait de l'image des pirates comme étant des gens qui vont lutter contre le monde moderne, marchand, etc. et tout, quoi. En fait, là, c'est vraiment au contraire, ils sont complètement intégrés dedans et puis voilà, quoi. Donc, et ça, je pense que c'est intéressant parce qu'on est dans les années 80 et c'est vraiment le début du libéralisme et tout. Donc, en gros, en tout cas de la contre-révolution libérale, on dit en gros, bah voilà, maintenant l'important dans la vie, c'est de gagner des sous. Voilà, donc vive Reagan, vive Thatcher, quoi. Et donc, je pense que ce jeu, il s'inscrit aussi dans ce contexte-là, à mon avis, quoi. Donc, voilà. Alors après, voilà, je pense que les jeux de gestion font ça aussi, en fait, hein, donc il y en a d'autres des jeux de gestion de pirates, hein, voilà, donc ouais. Et globalement, les jeux de gestion en général promeuvent une vision très capitaliste de la société. Et très verticale aussi, en fait. Ouais. En fin de compte, voilà, c'est le dirigeant qui dirige tout, puis voilà, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de voilà, donc c'est, ou en tout cas la friction, il n'y a pas de friction sociale et tout, quoi. Donc ouais. Mais alors forcément, quand on parle univers de la piraterie et jeux vidéo, depuis tout à l'heure, je te cache pas que ça fait à peu près 1h30 qu'on a commencé l'entretien, et peut-être dès la première minute, quelqu'un posait cette question: est-ce qu'on va parler de Monkey Island? Il y a des gens même qui le disaient sur Blue Sky d'ailleurs. Donc voilà. Oui, bah bien sûr, c'est des jeux. Après, c'est intéressant parce que c'est des jeux qui marquent en fait l'imaginaire aussi. Donc évidemment, quoi. Donc surtout que c'est une grosse franchise, Monkey Island. Donc ça participe en fait à la diffusion du mythe pirate dans la culture populaire, quoi. Donc après ce qui est intéressant, c'est que je pense que les jeux vidéo quand même reprennent visuellement énormément de codes, tu vois, du cinéma et de l'illustration, quoi, en fait. Et ça c'est je pense que c'est là-dessus sur l'imagerie, je pense que le gameplay pour moi, alors après c'est bon, peut-être là il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, évidemment ils ont entièrement le droit, hein, mais je pense que c'est le gameplay qui apporte peut-être, qui est intéressant en fait en termes de jeux vidéo, parce que je me rends compte quand tu joues à des jeux vidéo que l'imagerie
elle est très très fortement héritée des médiums, enfin des médias précédents. Le cinéma, la bande dessinée et l'illustration, quoi. Et même par exemple, tu vois, en fait, concrètement, tu vas avoir Pirates des Caraïbes, tu vas avoir très rapidement des jeux vidéo qui vont sortir sur Pirates des Caraïbes, quoi, en fait. Hein. Et donc, Oui, ou alors des jeux vidéo qui vont y faire écho, comme Assassin's Creed Black Flag, où là on est clairement là-dedans. Ouais, totalement, quoi. Donc tu vois, je pense que ça c'est parce que vu que en plus tu peux pas, en fait, là limite c'est l'industrie du jeu vidéo fait ça, quoi. C'est que là t'as des telles sommes qui sont engagées que faire quelque chose de novateur, tu vois, ça peut peut-être c'est le but, c'est de projeter les gens dans un ailleurs, mais dans un ailleurs qui est familier, quoi, en fait. Ça peut paraître antithétique, mais c'est souvent ça avec le Moyen-Âge imaginaire aussi, qu'en fait, si tu prends les gens en rebrousse-poil par rapport à leurs stéréotypes, ils vont te dire, oh, c'est quoi ça? En fait, là, le Moyen-Âge, c'était plutôt ça, en fait. Voilà, je vous explique. Voilà, donc, je sais, voilà. Et voilà. Et je pense que c'est pareil pour les pirates, quoi, en fait. Hein. Donc, concrètement, aujourd'hui, dans les pirates, tu vas retrouver de plus en plus de gens qui vont être habillés en Jack Sparrow, voilà. T'as pu te pencher un peu sur Sea of Thieves? Ah non, ça, je t'avoue, j'ai pas. C'est quand même là actuellement, enfin ça reste encore aujourd'hui actuellement le jeu de pirate multijoueur. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est vraiment t'es avec tes potes et là tu t'embarques sur ton navire pirate et puis tu vas affronter d'autres navires pirates, mais t'as aussi beaucoup d'exploration, d'îles, t'as ce côté surnaturel avec parfois t'as des squelettes sur les îles que tu vas zigouiller. Enfin t'as tout l'imaginaire pirate qui est présent et vraiment c'est un bac à sable. Tu vis une aventure pirate, t'embarques sur le bateau, tu vois ce qui se passe. Voilà. Et c'est très drôle. Enfin, voilà, pour la petite anecdote, je me souviens, je jouais avec des copains, on met notre navire au bord d'une île, on part explorer l'île, on revient une heure après, le bateau est en feu, et on se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a un des gars qui avait fait cuire un truc dans la cuisine du bateau et qui avait oublié d'éteindre le feu. Donc on avait foutu le feu au bateau. Voilà, c'était vraiment, on vit des aventures incroyables dans ce jeu. Alors, pour préciser, je suis plus un paléo geek, hein, donc voilà, je suis plus jeu de rôle sur table que jeu vidéo, voilà, très nettement. Donc voilà, donc les jeux vidéo, en fait, c'est assez marrant, je joue très peu. Mais quand je dois faire des articles, voilà, donc je m'intéresse, je joue, j'essaie de voilà, donc mais je suis pas un très grand fan des jeux vidéo, en fait. Donc ces dernières années, c'est vrai, le chat nous dit aussi, on a eu le Skull and Bones qui donc est quand même passé un peu sous le radar parce que c'était un peu une arlésienne du jeu vidéo qui a mis quand même pas mal de temps à sortir, mais qui était sur cette piraterie et notamment sur de la piraterie dans l'océan Indien. On a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur la chaîne avec Jean Soula. Et on nous parle d'autres trucs aussi. Ah tiens, il y a un JDR Sea of Thieves apparemment qui est en préparation. Donc pour info, d'accord. pour ceux que ça intéresse. Alors il y a un jeu qui revient aussi pas mal dans le chat, c'est Uncharted 4. A Thief End, avec toute son histoire autour des pirates. Beaucoup de gens m'en parlent dans le chat. Alors, j'ai pas fait Uncharted, qui est vraiment une sorte d'Indiana Jones, en gros, mais plus actuel, quoi, plus jeune. Tu t'avais entendu parler de ça ou pas du tout? Oui, de nom, ouais, de nom. Mais ça me fait penser, parce que si c'est pour chercher un trésor pirate, c'est intéressant si c'est l'histoire du trésor des pirates qu'en fait, donc tu dois chercher. Parce que moi, je pense à un film des années 80, Les Goonies. Ah bah oui. Bah oui, avec Willy Le Borgne, en fait, voilà. Donc, regarde, il est dans mon décor juste derrière pour ceux qui vrai, en vidéo là. Ah oui, j'avais pas vu. Voilà, avec le futur Sam, voilà, dans Le Seigneur des Anneaux, qui joue dedans, en fait. Tout à fait. Donc, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais et c'est intéressant parce que tu vois, encore une fois, les enfants vont chercher le trésor des pirates pour aider leurs parents qui vont être virés par des gros promoteurs capitalistes, quoi. C'est quand même frappant, quoi. Mmh. Tu vois, donc et évidemment, bon voilà, c'est un film qui voilà, ils vont réussir à le trouver, puis à la fin, tu as le bateau que tu vois partir au loin, voilà. Voilà. Donc tu vois, tu as toujours cette image qui est très forte, en fait. Donc, et c'est même une image, c'est ça, c'est là, en fait, où c'est une image très ambivalente, tout comme le Moyen-Âge imaginaire. C'est que
dans le film, dans Pirates des Caraïbes 2 et 3, ce qui est hallucinant, c'est que les ennemis, hein, donc c'est la Compagnie des Indes occidentales, qui est vraiment une des incarnations du début du capitalisme mondial, quoi, en fait, voilà. Historiquement, c'est ça, en fait, vraiment, c'est voilà. Et c'est eux les ennemis. Et c'est eux qui se font, voilà, parce que encore une fois, je spoil, désolé, en fait, hein, mais c'est eux qui se font latter à la fin, quoi, en fait, hein, donc voilà. Et en plus, c'est vraiment eux, ils veulent détruire la nature, ils veulent détruire les monstres et tout, donc voilà, donc tout ce qui est magique, en fait, ils veulent le détruire. Donc on est vraiment dans un discours très, très, voilà, voilà, qu'on retrouve aussi dans la fantasy, voilà, donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film, il est quand même produit par une des plus grosses entreprises capitalistes du monde, quoi, en fait. Oui, ça c'est. Donc, tu vois, et c'est un film qui est fait pour promouvoir, en fait, une attraction d'un parc, en fait. Donc, et donc, qui est vraiment l'incarnation du capitalisme mondialisé. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que, comme souvent avec le Moyen-Âge imaginaire, c'est que c'est utilisé, en fait, hein, aujourd'hui, et même cette image, on va dire, un peu rebelle des pirates, elle est utilisée pour faire des sous, quoi, en fait. Donc, voilà, et pensez que d'ailleurs au centre des parcs Disney, vous avez des châteaux, en fait, hein, donc alors que Disney, c'est l'exact opposé, en fait, du Moyen-Âge imaginaire, en fait, hein, donc voilà, donc dans la réalité, en fait, hein, donc mais ça c'est intéressant, je pense que c'est comme ambivalence, en fait, hein, donc de l'imagerie des pirates aujourd'hui, en fait, hein, donc voilà, donc et c'est intéressant. Et pour revenir sur l'imagerie des pirates, parce qu'il y a un aspect, je montrais aussi un jeu de rôle, voilà, donc qui est sorti, il y a pas un jeu de rôle papier, voilà, donc encore une fois, Paléo Geek, hein, j'assume, qui s'appelle Capitaine Vaudou, voilà, donc qui est sorti, voilà, donc il y a quelques années, qui est une réédition d'un jeu de rôle qui est sorti dans les années 80, si je me rappelle bien. Et là, regardez, la couverture, elle est intéressante sur l'imagerie. Donc le jeu de rôle, il est sorti en 2021, je crois, en fait, hein, donc vous avez une femme, voilà, racisée en une, quoi, en fait, qui fait la pirate, quoi, en fait, hein. Et encore une fois, tu vois cette image de les pirates, c'est l'altérité, quoi, en fait, hein. C'est voilà, donc voilà, c'est alors parce que c'est censé se dérouler, hein, dans une version, on va dire, un peu fantasy des Caraïbes, quoi, en fait, voilà, donc c'est les Caraïbes avec des éléments de fantasy, quoi, donc et avec où le vaudou existe justement, quoi, en fait, hein. Et donc ça se trouve que c'est hyper intéressant, hein, cet aspect-là, parce que tu as voilà ça très rapidement, d'ailleurs, le fait de mettre des éléments féminins dans les histoires de pirates, c'est très alors évidemment ça s'appuie sur une réalité historique, il y a eu des cas, en fait, voilà, voilà, donc hein, de femmes pirates, hein. Mais ces cas-là vont être exagérés par le mythe pirate pour dire, en gros, bah, les pirates, c'est un monde inversé où, bah, les femmes, elles peuvent carrément, elles peuvent prendre la balle, elles peuvent devenir capitaines, quoi, en fait, hein. Voilà, donc et ça, cet aspect-là, et puis en plus il y a toute une espèce de sexualisation des femmes, etc. et tout, où en gros sur les bateaux pirates, tout le monde couche avec tout le monde, etc. et tout, c'est la fête, quoi, en fait. Donc alors évidemment, quand des textes comme ça sont écrits au 19e et au 20e siècle, au début du 20e siècle, où on est à une époque où pour le coup, bah, sexuellement on est très policé, etc. On parle pas de ce genre de choses. Bah, le monde pirate, ça apparaît comme un monde, en fait, inverse, carnavalesque, en fait, hein, où on peut se tout permettre, quoi, en fait, hein. D'ailleurs, je parlais du banquet, hein, c'est aussi l'aspect carnavalesque qui est présent dans cette idée de banquet, et l'aspect carnavalesque il est aussi présent, d'ailleurs, encore une fois, petit parallèle avec dans Robin des Bois, quoi, en fait, hein, voilà, avec, voilà. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant, et c'est quelque chose qui perdure encore une fois aujourd'hui, quoi, en fait, avec l'imagerie des pirates, quoi. Oui, puis ce qui est rigolo, c'est ça, tu le reprécises à chaque fois que tu viens intervenir dans cette émission, c'est que finalement les productions contemporaines sont aussi le reflet des questions sociétales, et voilà, et donc c'est normal que quand tu nous montres cette femme, donc à la une en illustration de ce jeu de rôle, c'est aussi le reflet de préoccupation. Et dans le bouquin, on en parlera justement, hein, des femmes dans la piraterie, parce que finalement, ça véhicule aussi de nouveaux clichés autour des pirates qui sont hyper intéressants à analyser. Tout comme on avait eu j'allais dire le souci, ce n'est pas un souci, mais sur les Vikings, où à travers des œuvres cinématographiques, on pousse de plus en plus la figure féminine guerrière, combattante. La réalité historique, elle est très éloignée quand même de ça. Et oui, historiquement, il y a eu des femmes sur des navires. Il y a même eu des femmes célèbres qui ont œuvré dans la piraterie. Mais bon, pour le coup, c'est pas le plus répandu. Voilà, ça reste des exceptions bien souvent dans la piraterie, comme dans d'autres thématiques, univers comme les Vikings. Voilà.
Ce qu'on voit en fait depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé à parler finalement des premiers écrits, de cette première perception qu'on a eu des pirates à travers la littérature et puis le cinéma, l'iconographie, le jeu vidéo. On l'a vu, c'est que finalement ça devient un sujet très politique aussi, qui sert à faire passer des messages. Et ces usages politiques, finalement, ils datent de ses débuts, qu'on a dit, du 18e, du 19e siècle, quoi. Oui, bien sûr. Là, oui, en effet, tu as des aspects politiques qui sont très importants. Donc là, j'ai parlé aussi, par exemple, de l'usage, on va dire, colonial, en fait, du discours des pirates, sur les pirates, donc pour justifier des entreprises coloniales. Alors, il y a un cas que j'ai essayé de creuser, et ça intéresse, mais là, pour le coup, il faudrait vraiment faire des recherches. C'était compliqué, parce qu'en fait, tu vas avoir dès les années 1820, tu vas avoir des publications, des journaux, en fait, qui sont des journaux plutôt tendance libérale, républicain, en fait, voire carrément républicain de gauche, quoi, en fait. À l'époque, on est à la Restauration, donc être républicain, c'est être d'extrême gauche, quoi, en fait. Donc, tu vas avoir, par exemple, des journaux qui s'appellent Le Corsaire ou Le Pirate. Alors, Le Pirate, je crois que le journal, il sort la première fois en 1827. Ou en 1829. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un journal qui sort donc dans la région de Lyon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vais parler du drapeau noir des pirates, mais en fait, Lyon, en 1830, vous avez une énorme révolte ouvrière qui s'appelle la révolte des Canuts, en fait, qui est une révolte qui annonce en fait les grandes révoltes ouvrières, les grandes grèves ouvrières. C'est un des premiers mouvements ouvriers, en fait, même si après les Canuts n'étaient pas bossaient pas en usine, en fait, voilà, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est à ce moment-là, semble-t-il, que le drapeau noir est sorti, en fait, donc pour la première fois. Drapeau noir qui après va devenir le drapeau, notamment des libertaires, quoi, et des anarchistes. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors moi, j'ai posé la question en écrivant la contribution pour le bouquin que tu diriges, en fait. J'ai dit, c'est faire des recherches. Et quand même, le type, il sort un journal qui s'appelle Le Pirate dans la région lyonnaise. Juste après, tu as les Canuts, puis après, tu as le drapeau noir, quoi. Je suis là, genre, est-ce qu'il y a un lien, etc. Et tout. Alors le problème, c'est que entre la théorie et puis l'épreuve, en fait, il faut faire des recherches. Et donc, j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai posé la question notamment à Éric Fournier, que tu connais, vu que tu avais reçu, qui est un spécialiste de la commune et des mouvements ouvriers de cette époque-là, et qui est maître de conf à la Sorbonne. Je lui dis, écoute, est-ce que tu as des infos là-dessus? Il me dit, écoute, franchement, il n'y a pas beaucoup de travaux sur le drapeau noir et tout. Voilà. Donc, a priori, on va laisser planer le doute. En fait, en tout cas, moi, j'ai aucune certitude par rapport à ça. Je remarque juste, ce lien qui peut être fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir en fait, dès 1848, toujours dans la région lyonnaise, tu vas avoir des journaux conservateurs qui, eux, vont faire le lien, en fait. Et on est dans la même époque, on est dans le même mouvement, parce que le mouvement des Canuts, il y a eu 1830, il y a eu d'autres mouvements dans les années 1830 jusqu'en 1848. Et par exemple, tu as, ça je l'ai mis dans le texte que je t'ai fait, en fait. Tu vas avoir, par exemple, la Gazette de Lyon, qui, en parlant d'une révolte ouvrière à Rive de Gier, en fait, qui est pas très loin de Lyon, en fait, c'est pendant l'insurrection de ce qu'on appelle les Voraces, en fait. Il dit, voilà ce que dit ce journal conservateur, voilà, qu'on ne se méprenne pas sur le sens de leur manifestation. Ils abordent le drapeau noir, oui, le drapeau noir des pirates et des forbans. Donc tu vois que dans la presse conservatrice, 18 ans après la première apparition de ce drapeau noir, on fait le lien, quoi. Donc après, voilà, ça. Mais encore une fois, on est que sur. Moi, je peux rester que sur une hypothèse de travail pour l'instant. Mais c'est assez fascinant de voir ça, en fait. Et puis après, pour le coup, là, il va y avoir un lien qui va être fait, mais c'est plus alors après, c'est pareil. Il faudrait que je creuse. Il y a des auteurs libertaires qui vont être fascinés par les pirates, mais plutôt à fin des années 90, début des années 2000, où là, pour le coup, dans les milieux libertaires, en lisant Rediker, notamment, en fait, il y a pas mal de gens qui vont se réclamer dans les milieux libertaires de la piraterie, en fait. En disant, en gros, nous sommes des nouveaux pirates, quoi. En fait, les pirates, c'était des libertaires avant l'heure, quoi. Ce qui, encore une fois,
encore une fois, voilà, donc Jean, voilà, donc après dire, non, voilà, donc voilà. Et encore une fois, je pense qu'en effet, c'est quelque chose qu'il faut largement nuancer, quoi, en fait. Hein, donc, voilà. Mais c'est intéressant de voir ça, en fait, hein, cette espèce de survivance du mythe pirate et qu'on va retrouver dès les années 80 dans le milieu informatique. Hein. En gros, on dit voilà, on est des pirates, donc on résiste en fait aux grandes entreprises, on partage librement les fichiers, hein, donc le peer-to-peer, hein, donc à l'époque, hein, donc pour les plus anciens, hein, donc et puis après, concrètement, dans ce milieu en fait des logiciels libres va naître, hein, notamment là pour le coup c'est en Suède, hein, le bureau pirate, puis après Pirate Bay en fait, hein, donc le site que évidemment personne ici n'a jamais fréquenté parce que voilà, nous sommes absolument pas, absolument jamais. pas, jamais. Voilà, donc d'ailleurs le logo de Pirate Bay, vous le voyez en fait, mais je l'ai vu uniquement sur Wikipédia. Voilà, donc, mais le bureau le logo de Pirate Bay, c'est un bateau pirate, un voilier. Voilà, donc voilà, donc ça c'est hyper intéressant de voir ça en fait, hein, donc de voir. Et il y a un parti pirate qui existe aujourd'hui. Et ça vient de Suède, encore une fois. Alors, a priori, il n'y a pas de lien direct entre le bureau pirate, Pirate Bay et le parti pirate, mais je pense que ça naît, tu vois, d'un milieu, en fait, d'un milieu similaire, en fait, parce que le parti pirate vient beaucoup du milieu des logiciels libres, en fait. Donc, ah bah oui, ouais. Oui. Non mais tu sais, moi, alors c'était en 2015, je crois, ou 2016, je sais plus exactement, mais il y avait un projet de réforme du droit d'auteur au niveau européen. Alors tout ça est un peu flou, ça fait 10 ans maintenant. Mais bref, je suis invité au Parlement européen à Bruxelles pour aller en parler. Justement, à l'époque, il y avait une eurodéputée qui s'appelait Julia Reda, justement, qui venait du Parti Pirate et qui m'avait contacté. Donc j'y avais été. Et il y avait des membres du Parti Pirate là-bas avec lesquels je me suis retrouvé. Et il se trouve que parmi ces membres du Parti Pirate, il y avait des gens qui étaient déguisés en pirates. Il y avait un gars au Parlement de Bruxelles, il avait le tricorne et il avait un faux perroquet sur l'épaule. C'est pas étonnant parce qu'en fait, et encore une fois, c'est l'Arlésienne encore une fois, tu as la même chose avec Robin des Bois aujourd'hui, en fait, hein, dans les milieux de gauche, en fait, voilà, où on s'habille en Robin des Bois, voilà, pour protester contre le capitalisme et tout, quoi, en fait, voilà. Ça vient, en fait, strictement de la même, ça participe, en fait, d'un usage similaire, quoi, en fait, hein, donc, ouais, ça, je trouve que ça pour le coup, c'est fascinant. C'est quelque chose d'hyper intéressant. Moi, je trouve et ça participe en fait de la popularité du mythe, quoi. Voilà, donc, complètement. Ouais. Et avec ça, tu peux aussi parler, tu vois, de Sea Shepherd en fait. Hein, donc, Sea Shepherd. Ouais. Alors c'est intéressant pour le coup. Sea Shepherd, moi j'ai lu leurs textes. J'ai pas réussi à trouver l'année précise où ils ont adopté leur logo. C'est un logo en fait qui a un logo de pirate en fait, hein, donc voilà, donc qui ressemble au Jolly Rogers, voilà, donc réactualisé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début de Sea Shepherd, hein, donc Sea Shepherd s'est fondé dans les années 70, hein, donc par des gens qui viennent de Greenpeace, hein, donc de la lutte, des luttes environnementales. Et quand tu lis les premiers textes de Sea Shepherd, notamment de Paul Watson, ils se réclament pas du tout de l'imagerie pirate. Les pirates, pour eux, c'est les baleiniers qui brisent des lois, quoi, en fait. Hein. Donc, et donc les pirates, c'est les autres. Et d'après ce qu'ils disent aujourd'hui, alors après, bon, tu vois, encore une fois, là, c'est leur version à eux, en fait. Il faudrait limite creuser, en fait. Mais j'ai pas réussi à trouver de précision par rapport à ça. Mais ils ont adopté le truc le drapeau de pirate, en fait, parce que justement, on les traitait de pirates. Et ils disent, on va assumer, quoi, en fait. Voilà. Donc, alors après, voilà. Et je sais pas du tout. Alors, a priori, c'est plutôt fin des années 90. Parce qu'au début, j'étais là, genre, bon, si c'est après 2003, clairement, en fait, ils ont voulu surfer sur la popularité de Pirates des Caraïbes. Ce qui est totalement possible et c'est totalement légitime, en fait. Hein, se font plein de partis politiques et de groupes politiques, ou de groupes associatifs, ou de groupes militants, quoi, en fait. Hein, donc, voilà. Après, ça dépend. S'ils l'ont fait à la fin des années 90, voilà, donc, ou s'ils l'ont fait après 2003, ça dépend. Ça, j'ai pas réussi à trouver la date précise parce que c'est un peu compliqué, ça, de trouver ce genre de choses, quoi, en fait. Donc, ce qui est certain, c'est que vraiment, au tout début, années 70-80, les pirates, c'est pas eux, quoi, en fait, voilà. Ils sont plutôt dans une imagerie plutôt héritée des babacools, hein, donc hérité de Greenpeace, donc c'est plutôt l'arc-en-ciel, des trucs comme ça, quoi, en fait, voilà. Donc ils sont dans une imagerie un peu différente. Aujourd'hui, maintenant, ils sont dans une imagerie, voilà, on va dire, voilà, justement pirate, qui plaît plus contestataire. Plus contestataire, ouais.
Bon, je le précise parce que apparemment ça a été mal compris dans le chat, mais c'est pas un député qui avait un perroquet et un tricorne. C'était un membre du parti pirate, donc de la délégation qui suivait la députée. Voilà, ça aurait pu quand même être super cool, quoi, en fait, d'avoir un député. Ça aurait pu être très très cool que l'eurodéputé et son tricorne, c'est vrai. Voilà. Est-ce que tu as on arrive vers la fin de cette émission, est-ce que tu as des bouquins à conseiller ou des documentaires où, on voit que depuis tout à l'heure tu avais déjà préparé une belle pile à côté de toi, mais qu'est-ce que tu peux nous conseiller là pour en savoir un peu plus sur ces usages contemporains? Alors moi je suis tombé sur, parce qu'en fait j'ai dû creuser un petit peu, mais je suis tombé par exemple, il y a quelques articles intéressants dans ce bouquin-là, sur l'usage contemporain des pirates. Voilà, donc Histoire des pirates et des corsaires. Des corsaires de l'Antiquité à nos jours, CNRS édition. Voilà, donc sous la direction de Gilbert Buty et Philippe Rodège. Donc j'ai peur d'écorcher son nom parce que j'ai l'impression que c'est un nom plutôt de voilà. C'est Rodège, ouais. Ouais, donc de Rodège. Il y a sur l'usage, alors là il y a des vieux bouquins en fait, plutôt c'est plutôt années 80 en fait, donc il y a Gérard Jaeger en fait, ou Jaeger en fait, donc qui avait travaillé sur les mythes pirates dans la littérature, donc et ça c'est hyper intéressant. Pirates, flibustiers et corsaires, histoire et légende d'une société d'exception. Donc ça reste, c'est une bonne base, je trouve, donc dans la littérature. Bon, et par contre c'est très littéraire et tout, voilà, donc ça c'est des travaux de l'époque, donc ça s'aventure pas trop dans ce qui est, tu vois, justement de faire des liens en fait, donc transmédiatiques entre la BD, les films, etc. Et tout, c'est un petit peu dommage. Sachant que Jaeger avait aussi fait ce bouquin qui est pas mal du tout aussi, donc alors par contre la couverture elle est voilà, donc pirate à l'affiche, voilà, sur le cinéma de pirate. Et ça c'était assez cool en fait, je m'en suis bien servi en fait, c'était assez intéressant. Après dans la BD, tu as un bouquin récent qui est pas mal aussi, donc Pirates et corsaires dans la bande dessinée, des bulles à l'abordage de Philippe Tomblaine. Voilà, donc voilà. Donc tout ça c'est bien, c'est des bouquins que j'ai trouvé 2 cases en plus, c'est cool quoi. Donc voilà, donc et ça c'est pas mal. Après il y a plein de bouquins que j'ai pu tomber sur sur internet, des trucs comme ça, en format PDF et tout. Bon, voilà quoi. Donc il y a quand même pas mal de choses en anglais aussi. Il y a des trucs en fait, donc sur les pirates au cinéma et tout. Donc ça c'est les collègues américains et anglophones, voilà, ont quand même produit pas mal de textes en fait, par rapport à ça, dont j'ai pu m'inspirer. Donc c'est voilà, en tout cas déjà, et vous avez pas mal de bouquins là-dessus qui sont mais c'est quand même assez pour l'instant une bibliographie assez éparpillée quand même, mine de rien, je trouve. Donc faut un peu gratter par-ci par-là, tomber sur des articles par-ci par-là et tout, voilà. Donc bon, et puis de toute façon, si vous voulez en savoir plus, vous l'avez compris puisqu'on le tease depuis le début de l'émission, il y aura un nouveau bouquin très bientôt, un petit peu partout, c'est celui des pirates que j'ai la chance de diriger. On a 13 auteurs qui vont participer à cet ouvrage collectif, des historiens, des archéologues, des pros de la médiation qui sont fans du sujet aussi. Des marins. C'est des marins. On a un capitaine de frégate, s'il vous plaît, qui est écrit dans le bouquin. C'est quand même chouette, non? Est-ce qu'il a un bandeau sur l'œil? Est-ce qu'il a un perroquet? Alors lui, il faisait partie des militaires qui luttaient contre les pirates dans l'océan Indien, pour le coup. Ça n'empêche pas, il peut parfaitement avoir un perroquet. Voilà, je dis ça. Voilà, donc voilà. Donc, ou alors tu peux le faire poser avec un perroquet. Je sais pas, tu peux lui demander. Non, je rigole, évidemment. En tout cas, voilà, vous pourrez en savoir un petit peu plus et creuser et retrouver aussi quelques trucs qu'on a abordés dans ce live, dans ta partie à toi, qui est consacrée justement aux usages contemporains des pirates, qu'on retrouvera à la fin de cet ouvrage collectif. Ouvrage qui est dispo en version collector jusqu'au 15 mai. Vous avez le lien dans la description que je vous mets pour participer. Sachez que pour les livres des Vikings, on avait atteint 2300% du financement participatif, c'était énorme. Et là, moi, je vise le 2005. Et si on arrive à 2005, je m'engage devant vous, pour ceux qui voient en vidéo, à me faire tatouer le visuel du bouquin.
Voilà, je prends On ne précise pas où, et donc on sait pertinemment où tu vas te le faire tatouer. Voilà, je tiens à le dire. Et puis pour ceux donc qui regarderont ça ou qui l'écouteront en podcast après la date, eh bien courant octobre-novembre 2025, eh bien vous pourrez retrouver ce livre des pirates en librairie un peu partout ou sur internet. Vous tapez Pirates Nota Bene, ça sera chez Link Digital Spirit. Voilà pour l'édition. Est-ce que tu voulais ajouter un petit mot, mon cher William, pour conclure cette émission? Oui, alors je voudrais dire bonjour à ma maman. Voilà, donc. Ça doit être la deuxième ou troisième fois que tu passes le bonjour à ta maman. C'est vrai. Voilà, on sent que tu l'aimes bien. Voilà, tout à fait. Voilà, donc. Et où je ne l'ai pas traîné voir un film de pirate. J'ai traîné voir un film de samouraï. Voilà, c'est pour ça que j'en avais parlé la dernière fois. C'est ça. Mais voilà, donc quand j'étais gamin, mais voilà, là je n'ai pas traîné voir un film de pirate. Voilà, donc non, mais alors alors pour ceux qui sont en live sur Twitch, donc vu que voilà, donc c'est ce week-end, vendredi, ceux qui sont présents à Paris, à Montreuil, à la librairie Libertalia, on présente notre nouveau bouquin qui va sortir bientôt. Donc 10 questions sur les croisades avec cette belle couverture. 10 questions sur les croisades que tu as fait avec Florian Besson d'Actuel Moyen-Âge, qu'on a reçu ici d'ailleurs pour d'autres émissions, et Christophe Todin, avec qui tu as déjà fait Charles Martel et la bataille de Poitiers. Exactement, eux-mêmes, exactement. Voilà, donc, et donc on présente ce bouquin voilà, donc, qui va sortir donc, le 11 avril, donc, voilà, donc, et qui est aussi en précommande sur le site des excellentes éditions Libertalia. Et le lendemain, donc, à la librairie La Flibuste, alors d'ailleurs, passage, regardez, édition Libertalia, fondée par des copains qui sont comme moi, qui ont milité dans des milieux libertaires antifa il y a très longtemps, voilà, donc, et qui, voilà, donc, Libertalia, voilà, donc encore une fois, toi, c'est pas rien. Et le lendemain, je présente le bouquin sur Envoi des Bois que j'ai coécrit avec Jonathan Fruoco et avec Justine Breton, chez d'autres copains avec qui on militait aussi, qui ont fondé une librairie à Fontenay-sous-Bois qui s'appelle La Flibuste. Et oui, il y a pas de hasard. Tu vois, et c'est fou quand même. Toi, c'est voilà, donc et voilà, et c'est alors le copain Fred et Neil, voilà, Fred et Neil, et la copine Neil, qui est voilà, et Fred, c'est Fred qui m'avait, le copain le libraire, qui m'avait fait découvrir Rediker. Voilà, toute fin des années 90, début des années 2000. Ouais. Donc, tu vois, comme quoi, c'est fascinant. Donc, voilà. Donc, bon. Voilà. Jean Soula a son adresse, il va sortir son gun et elle est là-bas. Mais non. Il est très gentil, Rediker. Je le connais, j'ai déjà vu, discuter avec lui. Il est très sympa. Voilà. Donc, après, on peut être en désaccord. On a entièrement le droit. Au contraire, c'est comme ça que l'histoire progresse. Voilà. Donc, c'est très bien d'être des désaccords. Voilà. Un peu de controverse, ça ne fait jamais de mal à la recherche. Voilà. Donc, voilà, non, mais, évidemment. Et donc j'imagine que c'est ce nouvel ouvrage, en tout cas sur les 10 questions autour des croisades, c'est aussi pour remettre un petit peu j'ai envie de dire l'église au centre du village et lutter un peu contre toute cette désinformation et cet usage très moderne qui est fait des croisades et de la chevalerie. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, il y en a besoin et pas qu'en Occident en fait, parce qu'on consacre aussi notamment il y a une question sur le djihad notamment, voilà, et les usages aussi contemporains, voilà, les usages contemporains extrêmement problématiques pour le dire très gentiment, du djihad en fait. Donc ouais, donc bien sûr, là c'est quelque chose. Partie assurée par Nodin, j'imagine. Partie assurée, en effet, par le beau, le magnifique Christophe Nodin. Voilà, exactement. Donc, tout à fait. Donc, ouais, ça c'est pour le coup, c'est quelque chose on a discuté avec Christophe et Florian. On a pensé il était temps de le faire, que c'était urgent et important. Et pour la petite histoire, en fait, on a fini le bouquin, on a bouclé le bouquin, genre tout début octobre dernier, fin octobre dernier. Et juste avant de finir, je faisais des recherches et je dis tiens, j'ai trouvé un animateur sur Fox News, en fait, donc un type sur Fox News, donc la chaîne ultra-conservatrice américaine, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The American Crusade, où en gros il dit il faut relancer une croisade mondiale contre les islamistes et les gauchistes. Voilà, donc voilà, parce que et le type s'appelle Pete Hegseth. Il est devenu, et 2 semaines après, et authentique, je veux dire 2 semaines après, on apprenait que ça devenait il était nommé par Trump pour être secrétaire à la défense aux États-Unis, quoi. Et donc je peux t'assurer que là on était là genre parce que moi on avait lu son bouquin, on était là genre oulala, c'est assez flippant.
Et voilà. Et donc on en parle en fait, surtout que le type en plus s'est fait tatouer la croix de Jérusalem sur son torse et tout. Voilà. Donc c'est un peu voilà. Donc ça pose quand même ce genre d'usage contemporain de la croisade. Déjà sont faux, et puis ça pose de gros problèmes politiques contemporains, quoi. Donc il faut en effet, comme tu dis, remettre l'église au milieu du village. Voilà. Donc exactement, quoi. Donc eh bien, n'hésitez pas, en tout cas, vous aurez le lien de cet ouvrage dans la description des rediffs. Vous l'avez aussi dans le chat, 10 questions sur les croisades. Je vous invite tous à aller le voir. J'aimerais conclure cette émission. Tu vois, tu parlais de ta maman, tu lui passes le bonjour. Eh bien, sache que moi, j'ai eu un message dans le chat qui dit « Merci Monsieur Blanc, à bientôt. » Et merci Benji encore pour cette émission enrichissante. Et j'ai envie de dire merci maman, parce que c'est elle qui me met un message dans le chat. Donc voilà. J'espère que ça va. Bon courage pour la sortie scolaire cet après-midi. Et là-dessus, mon cher William, écoute, je te remercie et puis je te dis à très bientôt, en tout cas sur Twitch, pour une nouvelle émission, parce que bon, t'as ta carte d'abonnement maintenant. Il va falloir te faire des tampons comme au kebab. Et je te rappelle, à la 10e, j'ai le droit à un poutou. Un poutou. Écoute, ça sera le poutou. Voilà. Pour ceux qui nous ont suivis, je vous remercie d'avoir passé 2 heures avec nous. Je vous remercie pour vos nombreux commentaires. Je remercie également Louis pour la préparation de cet entretien, comme toujours. Moi, je vous envoie vers le camarade Yugs pour continuer cette matinée et aller chiller tranquille. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne matinée. Encore merci et à très très bientôt sur YouTube et en bouquin. N'oubliez pas les pirates. On compte sur vous, 2500%, vous faites tourner la campagne, on est chaud. Le tatouage. Allez, salut, ciao ciao.